Bonjour à toutes et tous, vous écoutez First Print, votre podcast comics préféré pour une nouvelle émission du format Front Page, qui est votre revue d'actualité qui revient 3 fois par mois sur tout ce qui fait le sel de l'actualité comics et de leurs adaptations. Je suis Arnaud Kikou, on fait ce podcast depuis quelques années maintenant avec l'ami Corentin. Coucou Corentin. Salut, c'est donc toi Arnaud Kikou. C'est donc moi, effectivement. Je suis ravi de te rencontrer. Voilà, après presque 3 ans de podcast, il est quand même temps de dire qui était cette voix que vous entendiez, à qui appartenait cette voix que vous entendiez régulièrement tous les mois. Et bien voilà, c'est la mienne. Ah bon? Voilà, je ne suis pensais pas. Eh ben, voilà, je ne suis pas une AI, hélas. Une AI. Artificial Intelligence, une IA, effectivement, pardon, pour l'anglicisme dès le départ, mais en même temps, on parle de comics, donc les anglicismes seront légion, mais ce qui sera légion aussi, ce sera les news aujourd'hui. Corentin, on a pas mal de sujets à aborder, mais d'abord, ça va? Bah ouais, ça va, et toi, comment ça va? Très bien, je suis qui n'est pas une AI. Fatigué, moi qui ne suis pas une IA. Les IA ne se fatiguent pas. Non. Ça, tu vois, c'est dangereux déjà. Déjà, elles peuvent pas dormir non plus, donc elles savent pas ce que c'est une bonne nuit de sommeil. Bah, en fait, comme moi, remarque. Oui, c'est ça. Ah, bah alors. Peut-être que t'es une IA. Peut-être qu'en fait, mon Dieu, t'imagines le twist. Il faut voir des fois Arnaud qui démarre un podcast où tu sais, il a l'air crevé, il est pas, tu vois, il a même le ton de la voix d'un coup. Bonjour, c'est vraiment un truc programmé, tu vois, c'est limite logiciel. C'est un robot. Il a stocké en lui le lancement parfait. Le peu d'énergie qui me restait pour faire ça. Bref, on va se lancer tout de suite. Comme souvent, on aime bien faire un petit point au début du podcast sur les projets en financement participatif. Et il y en a un qui est un peu particulier qu'on vous propose aujourd'hui de découvrir, c'est l'association Philactère qui œuvre depuis 2003 en fait à la promotion de la bande dessinée en Lorraine. Alors bon, nous en tant qu'Alsaciens, on les aime pas trop les Lorrains, mais bon, faut pas non plus tirer sur l'ambulance. Les gars, voilà, ils ont vraiment pas de chance depuis le tout début. La Lorraine, ils ont jamais eu de chance, mais on les aime quand même. Et on fait un petit coucou donc à Guigui et toute la troupe de Philactère, puisqu'en fait c'est une asso donc qui a fait de la micro-édition de bande dessinée. D'ailleurs, on avait reçu Guigui sur comicsblog.fr dans un Super Friends il y a quelques années. Ça, c'est toujours disponible en ligne si vous voulez un petit peu découvrir l'ensemble des projets qu'ils éditent, donc de la bande dessinée de genre, de la science-fiction, du fantastique, un peu d'horreur. Il y a notamment les séries de Bertrand Keftorian que vous connaissez, enfin c'est Zone 57 avec le héros Bertrand Keftorian, où c'est grosso modo un mec qui se retrouve pris dans une émission de télé-réalité où il doit buter des extraterrestres. Mais il y a vraiment pas mal d'autres titres en indé donc qui sont sortis, que ce soit Echo et Cendre, Bandorak, c'est des strips humoristiques, ou aussi VHB qui est vraiment un de leurs titres les plus longs je crois maintenant, qui est vraiment un titre qui explore tous les registres du genre dans chaque numéro. Bref, en fait ce qu'ils veulent faire, c'est qu'en 2023 ils fêtent leurs 20 ans d'existence, si vous avez fait le calcul vu que je parlais de 2003 juste avant, et ils voudraient bien retourner au festival d'Angoulême l'année prochaine, sauf que vous le savez, ou peut-être que vous ne le savez pas, mais en tout cas moi je peux vous l'attester vu que avec Bubble on en avait un cette année. Avoir un stand à Angoulême, ça coûte du pognon. Et pas qu'un peu. Donc autant vous dire que quand on est dans une association qui tire aucun revenu, même sur les ventes des BD, puisque seuls les auteurs sont rémunérés, mais tous les autres en fait sont des bénévoles, bah forcément ça peut faire un budget conséquent. Aussi vous propose avec une campagne sur KissKissBankBank, bah tout simplement de les aider à financer leur participation au prochain Angoulême, où ils seront donc au stand, je crois que ce sera le Monde des Bulles, ou enfin c'est la zone indépendante, en tout cas non, le Nouveau Monde je crois que c'est plutôt. En fait, avec tous les autres éditeurs, il y a beaucoup d'autres éditeurs en fait qui font aussi du fanzina, de l'auto-édition, de la micro-édition. C'est vraiment, ça permet de découvrir plein de BD underground qui sortent du lot, enfin, et qu'on n'a pas forcément l'habitude de voir chez les maisons d'édition plus installées, pardon. Et donc, ils vous proposent de découvrir leur bande dessinée en les vendant, tout simplement dans une campagne de participation, dont les revenus seront utilisés pour pouvoir payer le déplacement aux auteurs et autrices que vous pourrez ensuite rencontrer sur place. Je crois qu'en plus, il y a des bouquins qui sont proposés, qui sont aussi dédicacés dans les différentes contreparties, sachant qu'on est sur des tarifs qui sont tout à fait abordables au vu des prix du marché. C'est en moyenne, c'est du 14 € le tome. Il y a des packs avec des intégrales de série, il y a des BD dédicacés pour une vingtaine d'euros. Donc on vous encourage vraiment à simplement être un petit peu curieux, et si vous avez un peu la fibre, voilà, à vouloir aider des maisons d'édition indépendantes à pouvoir continuer d'arpenter les allées et venues des festivals de BD de toute la France, on vous invite à le faire. Donc ça se passe sur KissKissBankBank pendant encore une bonne vingtaine de jours à l'heure où on enregistre ce podcast. Non, une quarantaine de jours encore. Et effectivement, ils ont vu large, mais c'est tant mieux. Vaut mieux un petit peu, parce que c'est toujours, ça peut être parfois difficile aussi de se faire connaître, ou juste de réussir à rapporter assez de fonds quand on n'est pas une maison avec pignon sur rue. C'est ça l'expression? Oui, pas. Tout à fait, bien, très bien. Bien. Pour une fois, j'ai pas inventé.
Tu vois. Non, ouais. Il y a Enfin, pignon sur rue. Voilà. Enfin, je sais pas ce que ça veut dire, mais. Donc, bah, c'est-à-dire que tout le monde connaît. Ouais, non, mais pourquoi le pignon? Tu vois, Non, enfin, pignon ouais, mais sur pourquoi rue. pignon? Parce qu'un pignon, pour moi, c'est un petit truc qui se Oui, mange. c'est un truc. Bah, je sais pas. Je sais pas, je commence pas, je suis pas prof de français. Excuse-moi, Corentin. Bref, le lien de la campagne KissKissBankBank est dans la description de ce podcast et donc on vous encourage à aller les soutenir tout simplement. Autre, là on est dans un circuit plus classique avec l'autre campagne là, actuellement en cours, c'est du Comics Initiative avec le premier volume d'une trilogie de romans graphiques de fantasy. Corentin, ça s'appelle Verse par Sam Verse. Beck. Tout à fait, l'autrice canadienne qui opère au scénario et au dessin. Alors dans un style graphique qui nous évoquerait un peu plus un coup de crayon à la franco-belge. Enfin, les découpages font très comics, mais c'est quand même à la franco-belge. Dans l'idée, avec des personnages en pied assez stylisés, qui font très illustration pour jeunes adultes, on va dire, dans le marché des comics modernes. Donc c'est l'histoire en fait d'un monde, d'un post-monde de fantasy, donc de médiéval fantastique, où dans un passé glorieux, l'humanité pouvait utiliser la magie afin de faire fonctionner des différents robots, des technologies un peu X ou Y, des vaisseaux volants, dans une logique un peu jeu de rôle. Et finalement un jour la magie a disparu. Les humains se sont retrouvés privés de leur technologie et de leur rapport justement grâce à ces sortilèges. Pour revenir à une société vraiment plus féodale, plus traditionnelle, dans lequel on a trouvé une sorte de palliatif avec les versets, donc les verses qui donnent leur nom à l'album, enfin aux albums, qui sont des espèces de petites magies. Ça, par exemple, un vers, ça va être vous êtes perdu en forêt, vous prononcez une incantation, ou alors vous l'écrivez et une sorte de GPS apparaît pour vous guider en dehors de la forêt. Donc c'est pas du tout aussi puissant que ce qu'il y avait avant. Et ça va un peu être l'enjeu justement de comprendre ce qui s'est passé pour que la magie disparaisse et aussi pour qu'en parallèle apparaisse une autre espèce que l'espèce humaine, qui sont une sorte d'espèce de démons, les Vels, une espèce de démons parfois humanoïdes, parfois non, qui sont effectivement parfois cornus, parfois avec des ailes, etc., etc. Le héros Fif, qui ressemble beaucoup à Link avec sa tenue verte, ses cheveux blonds et son côté je quitte mon village pour partir à l'aventure, va un jour en prononçant un verset, pour se retrouver, pour trouver son chemin, libérer ou plutôt invoquer une créature qui serait elle-même un Vel. Donc c'est une jeune femme qui s'appelle Naïtia, qui a la peau rouge avec des cornes, et elle-même ne sait pas d'où elle vient, sait pas quelle est sa dimension d'origine, qu'est-ce qu'elle a à voir dans toute l'affaire. Donc on est vraiment dans les codes de RPG très classiques avec le héros qui quitte son village, qui va rencontrer une jeune femme avec un passé trouble, un peu comme vous avez pu en voir dans Fire Emblem, dans les Final Fantasy, dans les Dragon Quest parfois. Ils vont me faire un bout de chemin ensemble et essayer de comprendre un petit peu quelles sont les règles de ce monde, quelle est l'origine de Naïtia, etc. Donc c'est plutôt de bons romans graphiques, c'est assez perméable, c'est pas trop dans les codes du comics, on va dire de super-héros, ou même des comics un peu indés de science-fiction, science-fiction de fantasy contemporain. C'est tout public, c'est pas mal du tout. Moi j'ai eu le premier tome, j'ai compris pour préparer l'article. C'est plutôt bien narré, c'est plutôt joli, c'est assez chatoyant au niveau des couleurs. C'est très floral, très printanier, c'est cool, c'est une bonne lecture. Donc si vous êtes ouvert d'esprit et que vous aimez justement un petit peu cette école d'imaginaire là qu'on a tous consommé étant adolescents ou adultes, en particulier si on a un regard qui se tourne vers le Japon, ou même aujourd'hui avec des machins comme j'aurais envie de dire comme Hilda, parce que c'est vraiment une sorte aussi d'ode à la nature et tout. N'hésitez pas à aller jeter un œil, c'est chez Comics Initiative, et comme d'habitude dans toutes les campagnes de Comics Initiative vous avez des packs pour découvrir certains anciens albums à prix réduit. Eh bien, merci Corentin pour cette présentation du projet qui n'a absolument pas été interrompue. Vraiment, ce podcast est réalisé d'une traite, sans aucune coupe et sans aucun montage. C'est assez incroyable. Et on salue les artisans du BTP. C'est ça qui nous participent sans le vouloir à nos émissions. À nos émissions, c'est ça. Ça depuis 3 ans, ils commencent quand même un peu à péter les pieds. On devrait leur filer une part du Tipeee. Quelque part, ils sont là à chaque fois. Ouais, c'est vrai. Mais à chaque fois, ils me donnent du travail en plus. En tout cas, on les remercie effectivement pour ça. Donc, si vous n'avez pas compris, il y a des gens qui font des travaux dans l'immeuble dans lequel on enregistre nos podcasts, et ça fait 3 ans que ça dure, et c'est à tous les moments, tout le temps. On n'est jamais tranquille, mais bref, c'est pas grave. Il y a d'autres problèmes dans la vie, comme le fait que Darmanin soit toujours au gouvernement. Bref, qu'est-ce que je disais? Coucou Gérald. Oui, il y a d'ailleurs, Coucou Gérald 2 est sorti. Très bonne si émission. vous vous rappelez de ce podcast, le numéro 2 est enfin sorti après 3 ans. Non, 2 ans d'attente. Donc, vous pouvez aller checker ça sur les ondes partout où vous savez. Le dernier projet sur lequel on va parler en termes de financement participatif, c'est du côté de Bliss Édition, qui fait du Valiant, mais pas n'importe lequel, puisque il s'agit tout simplement de réédition en fait d'Intégral. Faut savoir qu'au début de leur lancement, quand ils étaient, c'était en 2016-2017, ils commençaient à proposer en fait
les séries du tout début des années du reboot de Valiant, donc entre 2012 et 2014 notamment, toutes celles qui précédaient en fait la parution du crossover The Valiant, avec lequel ils avaient démarré leur programme de publication. Et à l'époque, c'était assez imbattable, parce que c'était parfois entre 700 et jusqu'à 900 pages pour un prix de 49 €, ce qui 900 pages c'est du volume omnibus, clairement, et 900 pages chez Panini, je crois que c'est plus 80 €. Ouais, 90 même. Non, 90 c'est au-dessus de 1000, il me semble. Mais je sais plus, faudrait regarder leur grille tarifaire. Mais vous avez compris donc que c'était vraiment pas cher. Donc là en fait, c'est beaucoup d'intégrales qui ont souvent été en rupture de stock, et donc là ils proposent en fait de participer à une campagne qui permettra de financer la réimpression de ces multiples ouvrages avant qu'il y ait une augmentation de prix au mois de juin prochain, où forcément ça va être revu à la hausse à cause de la crise du papier, et forcément ce sera plus cher. Je crois que ça va aller vers les 65 €, ce qui est forcément un prix beaucoup plus costaud, même si la pagination reste importante et que comparativement à d'autres éditeurs du marché, en fait, ce sera toujours abordable, mais forcément, ça va faire un petit choc. Donc, il y a encore, par contre, des volumes sur cette campagne qui sont proposés au tarif à l'ancienne, entre guillemets. Donc je pense vraiment que si vous n'avez pas pu découvrir ces séries de l'univers Valiant, qui sont pour le coup, pour la plupart, vraiment sans forcer le trait, de très bonnes séries, tout ce qui est vraiment Valiant, on le rappelle, ça a été quand même l'éditeur entre 2012 et 2016 qui était l'un des plus nommés aux Eisner Awards pour les séries régulières chaque année, à côté de Saga évidemment du côté de Image Comics. Mais vraiment, ils avaient vraiment fait, sous l'égide de Warren Simons et Dinesh Shamdasani, un super coup en allant pêcher avec un filet comme ça. Il leur court. Un Jeff Lemire, putain. C'est ça, il leur court après dans les allées d'une convention en disant je vais t'attraper. Un banc d'artistes espagnols là, mon gars, on va se faire plaisir. C'est ça. Donc il y a eu du Jeff Lemire, du Matt Keane, du Robert Venditti pour faire revivre les personnages du catalogue de Valiant qui avaient été exploités à partir des années 90 à l'époque. Donc des nouvelles séries, donc c'est les séries X-O Manowar, il y a eu aussi Dwayne Straczynski sur Bloodshot, il y a eu du Shadowman, il y a eu plein du Harbinger de Joshua Dysart, qui était quand même incroyable. Bref, on vous met aussi le lien dans la description de ce podcast et on vous encourage aussi à vous y intéresser. Ça peut être une bonne occasion aussi de compléter votre collection si jamais vous faites partie de ces gens qui avaient pu se procurer l'une ou l'autre intégrale, mais pas les autres à cause des problèmes de réimpression. On continue, Corentin, du côté de l'actualité. Arnaud a fait 2 expressions idiomatiques bien. Tu vois, il y a pas eu de faute. Il est pêché, effectivement, ça marchait. Ouais, ça marchait. Ça marchait. Qui êtes-vous? Peut-être que je m'améliore en français. Où est le vrai Arnaud? Oui, c'est vrai. Êtes-vous Arnaud Cookie, son double? C'est ça. Je viens du multivers. Oui. Allez, Corentin, justement, on parlait d'omnibus trop cher et de publications plus chères en tout cas. On est du côté de Panini qui a fait pas mal d'annonces ces derniers temps avec les infernales big news, big up à Aurélien, mais c'est pas trop en fait. C'est horrible. C'est toujours, il y a une cadence infernale à tenir parce qu'il y a déjà beaucoup trop d'actualités comme ça de façon générale, même chez les éditeurs normaux, mais c'est bien parce que effectivement certains l'ont noté dans la communauté, c'est une bonne façon en fait de créer un événement sur ce qui reste en fait juste des annonces de planning. Donc on invite tous les éditeurs à faire pas à faire de même, non, parce que ça va vite casser les pieds aussi, mais vous pouvez événementialiser vos sorties, mais voilà, faites-vous un planning commun, c'est bon, là. C'est pas de l'entente illégale. Vous pouvez écrire à Aurélien, il est très ouvert, il vous donnera les dates. Bref, tout ça pour dire que parmi les nombreuses sorties, qu'est-ce qu'on note? La sortie du American Jesus 3 de Mark Millar, peut-être? Bah oui, enfin, si tu veux la noter, moi je suis pas... Ouais, il y avait 2-3 trucs comme ça, là. Alors, bon, American Jesus 3, c'est donc la suite et fin de la trilogie American Jesus, qui était donc un projet commencé au départ chez Dark Horse, je crois, qui s'appelait The Chosen à l'époque, qui racontait, donc Arnaud, vous l'avez divulgaché honteusement la dernière fois. Non, j'avais rien gâché, je l'avais deviné. Du personnage principal de la première série. Et la deuxième série, elle va s'intéresser, maintenant du coup ce n'est plus un spoil, la véritable réincarnation du Christ. Et donc, le héros de la première série et l'héroïne de la deuxième série vont finir par se parler et essayer un petit peu de mettre à plat les conflits qui opposent leurs deux parents depuis que le monde est monde et que les religions sont religions. Donc volume assez politique où on parle un petit peu de l'héritage de la politique de Donald Trump, du sort des migrants, etc. Et puis qu'est-ce que le bien, qu'est-ce que le mal, qu'est-ce que Satan, qu'est-ce que Jésus, etc. Donc c'est pas le pire Millar, hein, honnêtement. Je pense qu'il s'est donné un petit peu la mission de faire un truc propre qui dégueule pas. Il y a pas ces trucs un petit peu sadiques ou ces espèces de coups de force un peu choc value d'habitude. Donc pourquoi pas, effectivement.
Qu'avais-tu dit d'autre, mon cher J'avais listé parmi les nombreux omnibus qui ont été annoncés, deux particulièrement. Je pense que il y a le gros omnibus sur Alan Moore qui regroupe tous ses écrits sur Lovecraft, donc avec Providence, Neonomicon. Ça, les prolongations et inspirations de Lovecraft, donc Neonomicon, Providence effectivement qui est un peu le magnum opus sur le sujet, et The Courtyard, la cour, je crois qu'ils l'ont traduit en français. Donc trois histoires illustrées par Jason Burroughs qui sont des hommages directs, voire des clins d'œil, voire des analyses métafictionnelles de l'œuvre de Lovecraft. Donc Providence étant le plus connu parce que c'est le plus long, qui raconte un petit peu l'histoire d'un jeune journaliste gay qui se met sur la piste en fait de la mythologie Lovecraftienne dans l'idée d'écrire lui-même le grand roman américain, qui est une obsession très états-unienne et très anglo-saxonne en général, c'est-à-dire de faire une sorte de livre-somme, un petit peu comme Huckleberry Finn, qui va décrire et figer un petit peu le grand parcours des États-Unis d'un certain point de vue. Ce point de vue étant du coup traversé par l'arabe fou, par les villes fictives, les monstres invisibles, les grands anciens, etc., etc. Et le fait que le héros se perdant dans cette mythologie-là devient lui-même un héros Lovecraftien, donc de la chair à canon pour la folie, etc. Neonomicon, c'est un peu plus gratos, et Courtyard, pour moi, plus dispensable, mais effectivement on a tout, on n'a pas tout parce qu'il y a encore d'autres trucs que Moore avait fait sur Lovecraft, mais on a un peu tout ce qui est important à lire dans le rapport entre Moore et Lovecraft, sachant qu'évidemment c'est donc l'un de ses auteurs préférés et un type sur lequel il était autant critique que passionné, parce que Lovecraft, quoi qu'on veuille bien en dire, reste l'une des sommes, des auteurs sommes, encore une fois j'utilise beaucoup le mot somme, mais sur la construction de l'imaginaire de l'horreur, une certaine vision de l'horreur qui a beaucoup fasciné les Anglais. Gaiman, Ellis, moins Ennis, mais Ennis avait fait une collaboration avec Moore justement sur le thème de Lovecraft et qu'on a vu se distiller un peu partout. Donc si vous aimez justement plus les bouquins, c'est un peu ce qui se retrouve de plus proche en comics, à l'exception bien sûr des adaptations littérales, dont celle de pas de Junji Ito, Gutanabe, et évidemment Ian Colbard. Donc voilà. Moi, si je pouvais juste vite fait faire un petit serpent, donc il y a Marvel Zombies et Ultimates qui étaient apparemment très attendus. On en a beaucoup parlé dans ces différents podcasts de First Print. On va pas vous répéter ce que c'est évidemment, mais c'est des trucs qui étaient apparemment très réclamés au sein de la communauté Panini. Et surtout que Marvel Zombies, en fait, les dernières éditions, c'était des Marvel Select quand c'était encore en souple. Donc je crois qu'en fait c'est juste que c'était plus vraiment disponible, notamment pour les séries 2, les séries 2, 3, 4, 5, sachant que l'Omnibus a aussi Marvel Zombies Return et Marvel Zombies Supreme. En fait, c'est toutes les séries Marvel Zombies de 2009 à 2011. Enfin, la période phase, quoi. Ouais, de 2008 à 2011, vraiment la grosse période d'exploitation de ça, avec aussi les deux arcs d'Ultimate Fantastic Four dans lesquels ils interviennent, donc, et le court arc de Black Panther aussi. Exactement, donc ça fait Mark Millar, Robert Kirkman et Fred Van Lente principalement, et différents dessinateurs qui sont passés la main. Bon, ça c'est pas forcément moi un truc que je recommanderais. Les Ultimates, on en avait déjà parlé récemment, on va pas refaire un topo. Il y a Man Thing. Alors bon, ça c'est un peu plus je veux dire, quitte à produire de l'omnibus, il y a peut-être des personnages plus ou moins connus. Je ne sais pas si ça a un éventuel rapport avec la première apparition de Man Thing récemment dans World by Night. Je pense pas. Je pense vraiment que c'est une forme de sous-collection de ces omnibus un peu oldies, avec les Tomb of Dracula et les Marvel Horror omnibus aussi, tu vois. Effectivement. Et puis il y avait un truc sur les vampires aussi. Man Thing, faut-il le présenter, c'est le Swamp Thing de chez Marvel, sauf qu'il apparaît un tout petit peu avant. C'est donc un scientifique qui, pareil, veut créer un sérum de super soldat, mais ce coup-ci en prenant plutôt la piste végétale, poursuivi par des gangsters. Il a un accident de bagnole, il devient le Man Thing, il ne parle pas, il a des pouvoirs, il va avoir différentes séries, les plus connues étant probablement celles de Garber et de Conway. Claremont aussi va faire du Man Thing, et là l'avantage c'est comme ce personnage qui est quand même beaucoup moins populaire et beaucoup moins présent que le Swamp Thing de DC, ils ont selon eux tout regroupé. On a vraiment toutes les séries Man Thing à un seul et même endroit, y compris des numéros isolés dans lesquels le personnage apparaît. Donc voilà, ça c'est vraiment pour les curieux, hein, j'ai envie de dire. Il y a des bons numéros de Swamp Thing. Je veux dire, Garber il a fait quand même des trucs assez formidables. T'as même des trucs plus bizarres où Man Thing va à Hollywood, c'est des projets plus récents dans New Marvel Now. À part ça, Daredevil par Mark Waid, ça, je sais pas forcément si ça vaut le coup d'en placer un mot, mais c'est la suite du triple run Bendis, Brubaker, Deagle, avec un retour à un Daredevil plus lumineux, plus hommage aux années 60. Beaucoup de très bons dessinateurs, Marcus Martin, Chris Samney, Javier Rodriguez. C'est pas ma lecture préférée du tout de Daredevil, mais c'est souvent considéré comme l'un des trucs à lire si on n'aime pas trop le Daredevil millerien. Ouais, mais ouais, non. Non, mais je suis d'accord.
Je suis d'accord. Moi, je l'aime pas plus que ça, je t'avoue. Non, moi non plus. Je trouve pas incroyable. Moi non plus. J'ai vraiment passé des années assez chiantes à l'époque. Je me souviens de débats passionnés dans les sections commentaires de Comics Blog à l'époque où je n'étais C'est juste rigolo de voir comment il reprend le personnage de Bullseye aussi un petit peu. Ouais, Bullseye c'était une bonne idée. Même il y avait des petits gimmicks par rapport sympas, à ce que Miller avait fait de lui après, tu vois. Mais parce que même Sam Neill a trouvé plein d'idées qui étaient super agréables. Tu vois, le t-shirt I'm Not Daredevil qui est devenu une sorte de référent culte maintenant. Qui voilà, quand même été, il y a même un hommage à ça dans Gigant, le manga où il y a un mec qui porte un sweatshirt I'm Not Daredevil à un moment donné. D'accord. Voilà, bref, donc du coup ça c'est les omnibus. Voilà, donc à conseiller, moi je dirais peut-être plutôt oui Alan Moore si vous êtes fan de Lovecraft. Et sinon dans le reste, j'imagine que les trucs sont déjà un peu fan service à fond, donc voilà. Ça, les fans qui pourront s'adresser à ceci. Du côté de l'indé, Corentin, c'est un autre choix surprenant qui nous vient du même éditeur, puisqu'on rappelle, c'est eux qui vont faire Stray Dogs ou Echolands. Et donc là, ils ont aussi choisi de faire le Mother of Madness, Mom, écrit par Emilia Clarke. Tout à fait. Daenerys de Game of Thrones. Exactement, oui. Et puis la personnage dans le film Solo aussi, qui était l'ex-copine de Han Solo, et puis qui va jouer bientôt dans Secret Invasion. Actrice britannique vedette, effectivement, qui donc s'était mis à l'écriture d'un comics de 3 numéros étendus. Alors tu dis surprenant, c'est compliqué de ne pas y voir une sorte d'effet cliquet par rapport à, d'effet ricochet même plutôt, par rapport au succès de Berserker et aux États-Unis et en France, puisque là encore on en a parlé à plusieurs reprises dans ces podcasts d'actualité, il y a un petit mouvement de talents d'Hollywood qui vont faire de la bande dessinée. Alors tous sont pas aussi connus que Keanu Reeves, qui est devenu une sorte de marque à part entière. Ouais, je suis même assez certain que en termes de vente aux États-Unis, Mom soit pas du tout allé toucher ne serait-ce que la cheville de ce qu'a fait Berserker. Le fait Keanu Reeves, je veux dire John Wick, c'est une star de cinéma, ses films rapportent des centaines de millions, c'est même devenu une sorte d'icône pop qu'on a vu jouer des rôles méta dans Always Be My Maybe, dans le jeu Cyberpunk machin. Donc oui, voilà, c'est plus, il est beaucoup plus connu. Mais à côté de ça, il y a un vrai terreau en fait de David Duchovny a fait un comics, Patton Oswalt fait des comics, Kevin Smith s'est remis à faire des comics. Il y a des restas en fait qui font même Jamie Lee Curtis. Il y a des restas qui font des comics. Donc pourquoi effectivement ne pas se dire que c'est comme de la licence et aller chercher les licences que sont les restas. Donc la Mother of Madness a l'avantage de pas être un comics qui est injurieux, c'est pas un produit, c'est pas un sous-produit comme peuvent l'être celui de truc avec Oscar Isaac, tu vois, qui avait juste mis son nom sur la couverture. Là, c'est vraiment elle qui s'implique. Elle est avec Marguerite Bennett, je crois. Ouais. Pour une BD qui raconte l'histoire d'une mère célibataire qui, quand son cycle menstruel apparaît, obtient des super pouvoirs dans un monde un monde futuriste, mais c'est pas vraiment forcément très utile de le savoir, où des corporations pharmaceutiques font un peu n'importe quoi, trafic d'êtres humains et tout. C'est vraiment une série qui ressemble beaucoup à Man Eaters, et dans le côté verbeux, et dans le côté Deadpool, et dans le côté Harley Quinn. Je commande tout ce qui se passe en m'adressant directement au lecteur. Je fais beaucoup de références pop, cool, avec un langage très très léger. Le découpage aussi assez furieux, assez électrique, c'est un peu taré. Moi, très honnêtement, je vais pas forcément donner mon avis parce que je pense que je dois pas être assez fan d'Emilia Clarke pour me dire ouais, elle a fait un comic, c'est trop cool. À mon sens, c'est pas forcément une lecture qui est désagréable. C'est pas un excellent comics, c'est pas non plus un comics très mauvais, mais ça reste un petit événement parce qu'il y a des fans d'Emilia Clarke et certainement des gens qui se sont dit qu'est-ce que ça va donner, et le résultat étant ce qu'il est, qui se sont dit écoute, contrat rempli, c'est une BD qui se lit, donc pourquoi pas, tu vois. Ouais. Je regarderai avec curiosité quand ça sortira. Je t'avoue que j'ai pas eu non plus d'écho critique absolument laudatif pour cette bande dessinée, mais c'est cool. Mais après, je le vois vraiment comme un projet différent d'un Berserker, parce que je pense que c'est vraiment là pour le coup vraiment juste Emilia Clarke qui avait vraiment envie d'écrire une histoire sur un sujet qui l'interroge, et j'y vois même par rapport à la façon même dont son personnage a été traité dans Game of Thrones sur les premières saisons par rapport à l'évolution après, tu vois. Je pense qu'il y a un peu des thématiques qui se recoupent là-dessus, et à l'inverse de ce qu'a fait Keanu Reeves ou même Jamie Lee Curtis, il n'y a pas du tout de projet d'adaptation, il me semble, pas pour le moment, non. Et je le vois vraiment comme l'envie plutôt pour eux d'avoir fait une BD pour faire une BD, plutôt que d'avoir un projet déjà mené, tu sais, avec Netflix, avec des autres films qui seraient en préparation. Mais donc ça arrive. Après, il n'est pas impossible que ce soit quand même, que ça ait été discuté ou que ce soit en discussion. Ouais, je sais pas. Franchement, j'en suis pas sûr, mais de toute façon, c'est le cas pour tout. Enfin, dans toute l'industrie en creator owned, de toute façon, il y a toujours une porte ouverte potentiellement. Je veux dire, les agents des droits sont là à soumettre les nouvelles séries qui sortent
leurs comparses hollywoodiens. Donc tu peux t'imaginer que là-dedans, ça forcément, il y a toujours quelque chose, une porte qui reste ouverte. Du côté de Panini, enfin, parce que c'était eux qui ont fait l'actualité, on va dire, du côté VF ces dernières semaines. Et il y a aussi une collection anniversaire à petit prix, encore une, qui arrive en septembre. Bon, on savait déjà hein, qu'elle était déjà annoncée. Oui, il avait annoncé quand ils avaient fait la dernière. On en connaît le détail. En fait, donc ce sera pour fêter les 60 ans des Avengers, 6 titres en format souple qui vont revenir un peu comme ce que faisait DC Comics avec ses couvertures variantes pour fêter les 70 ans de ses personnages. Donc chaque album est censé représenter une décennie de publication pour les héros les plus puissants de la Terre. Donc on a un album avec les origines pour les années 60, donc c'est les 5 premiers numéros de la série des Avengers de Jack Kirby et Stan Lee, avec notamment le numéro 4 dans lequel Captain America fait son retour, déglace, il est décongelé. Une histoire qui a déjà été imprimée à des millions de reprises par l'éditeur et ceux qui ont précédé avant. Je crois même que c'était tout le principe de la collection Marvel Origins de Hachette en kiosque qui reprenait aussi les 5-6 premiers numéros de séries assez importantes. Donc là, vraiment, on est sur quelque chose que vous avez déjà très certainement. Donc, ce sera vraiment... Enfin, de toute façon, toute la collection, j'ai l'impression que les 3/4 des histoires, en fait, elles sont déjà disponibles auprès de pas mal de gens, des lecteurs habitués. Donc clairement, précisément par exemple les Dark Avengers, on n'en a pas parlé l'autre fois pour la collection Carouf. Ouais, mais c'est pas le même arc. Ok. Mais effectivement, c'est la même série de Bendis qui est présente dedans. Donc il y a aussi les Nuits de Wundagore avec du David Michelinie, du John Byrne et ensuite du Mark Grunwald au scénario. Là aussi, c'est du classique qui avait déjà été édité en 2015, donc c'était pas il y a si longtemps que ça. Ensuite, du Avengers État de siège avec Roger Stern au scénario et John Buscema au dessin pour les années 80. C'est notamment là que les Maîtres du Mal, menés par le Baron Zemo, s'en prennent directement aux Avengers. Et il y a aussi Ultron Unlimited de Kurt Busiek et George Perez, donc pour les années 90. ça me rappelle quelque chose. Mais ça, ouais, c'est ouf parce que c'est sorti en Marvel Must Have l'année dernière, à l'automne dernier. Donc là, par contre, c'est vraiment une réédition express à 1 an d'intervalle, mais bon, j'imagine que les gens feront leur choix entre le cartonné et le souple et la présence de bonus ou non, mais clairement pas la collection, c'est pas les choix que j'aurais forcément fait parce que et pour les années 2010 pardon, je finis avec ça, il y a les Avengers, le début des Avengers de Hickman et Opeña. Oui, donc ça voilà, ça a aucun intérêt. Pourquoi? Non, je rigole. Non, parce que certainement que ça va ou ça a déjà été fait aussi dans d'autres collections et que les gens ont déjà... Oui, t'as déjà eu des éditions en deluxe et dans les kiosques et tout ça, mais là, a priori, ça peut être pas mal pour découvrir à la limite les Avengers de Hickman et se dire après poursuivre dans une autre collection, quoi. C'est là, ça fait vraiment juste pour découvrir. Oui, là, après, c'est le but de ces collections. Si tu commences l'Avengers de Hickman, vaut mieux les finir, tu vois. Parce que c'est un peu débile de juste prendre le tome 1 et de se dire, ouais, c'est bon, voilà. J'ai tout lu. Voilà, non, mais c'est le but, c'est de donner l'amorce, le hameçon pour que tu oui, mais du coup, tu donnes l'amorce sur un format qui va pas être le même que ce que tu vas lire ensuite. Donc, moi, je préfère les récits complets dans ce cas-là. Mais, enfin, je suis pas d'accord. Enfin, si, je suis d'accord parce que, de fait, mais je suis pas d'accord avec ce que tu viens de dire. Les gens auront le choix entre le souple et le rigide. Oui, maintenant qu'ils sont passés en souple, c'est sûr. Mais je veux dire, il y a encore pas si longtemps, les collections, à petit prix comme ça, c'était du rigide. Et c'était pas mal parce que, justement, tu sacrifies pas la qualité au prix 2 et t'avais pas à faire ces choix de calcul en mode genre c'était du semi-souple, ouais. Oui, après ça c'est vraiment, ça a été un basculement de format qui est lié à des conditions extérieures de production et de trucs. Bon, à un moment, oui, peut-être qu'ils sont pas obligés de faire des omnibus manfing à côté, quoi. Mais bref, s'il y a une crise du papier, etc. Mais moi, ce que je veux dire, c'est que tu vois, on avait ce débat par rapport à Daredevil de Father de Joe Quesada. Tu vois, où je t'avais dit, c'est marrant, ils l'ont édité en omnibus il y a pas si longtemps, et là, tac, ils le font en must-have. Tu peux être sûr que dans quelques années, quand il y aura eu saison 1 ou 2 ou Echo de Daredevil Born Again, c'est un truc qui est facile à rééditer, c'est beau, c'est un artiste vedette, etc., etc. Et t'as une sorte de cycle, en fait, chez Panini, où en fait, tu vas récupérer régulièrement des projets que t'as déjà vus dans un format, puis dans un autre format, etc. Le premier étant le 100%, puis après, les deluxe, puis les omnibus, puis les must-have, puis les petits prix. Moi, là, particulièrement, depuis qu'ils ont justement opté pour ce format souple, je trouve ça un peu, je dirais pas entubatoire, mais t'as des gens qui ont acheté, par exemple, l'année dernière, le volume justement sur Ultron Unlimited, qui est une très bonne lecture, hein, en demeurant,
et qui là peut-être se sentir un peu floué, parce que si le but c'était juste de lire du bon Kurt Busiek sur Ultron, sur les Avengers de la grande époque, ils se disent ouais, Must Have c'est moins cher qu'un 100%, c'est moins cher que la plupart l'ensemble de la gamme. Et là, du coup, on te fait la même histoire, mais encore moins cher. Tu te dis, ouais. Mais parce que c'est pas la même cible. Oui, parce que c'est pas le même. Après, mais il faudrait commencer à considérer un peu la cible principale des comics, c'est-à-dire les mecs qui les ont fait bouffer pendant des décennies avant qu'arrivent les trucs à petit prix, quoi. Parce que là, franchement, il y a quand même un petit. Bah oui, mais par rapport aux questions de tirage et de marge que tu fais justement sur ces collections, que tu tires beaucoup plus justement parce que le prix de revient est moindre vu que ils sont vendus à 3 fois rien en fait, et que tu cibles les lecteurs. Je sais que c'est injuste et de toute façon c'est de la même façon, ça me rappelle très bien la vidéo que Sullivan avait fait de iComics sur la réédition des intégrales Tortue Ninja, où il disait que en reprenant la collection IDW VO, les intégrales allaient prendre aussi des contenus qui étaient encore inédits en fait et qui n'avaient pas pu être proposés dans des tomes séparés ou dans les cartonnets. Et il disait, oui, effectivement, ceux qui ont soutenu la série depuis les débuts, du coup, se retrouvent en quelque sorte floués. Mais en fait, le truc, c'est que c'est sérieusement inverse. C'est aussi que si ces gens-là n'avaient pas soutenu, en fait, t'as pas de possibilité d'avoir la réimpression en intégrale après. Et c'est jamais juste, en fait, de toute façon, parce que tu te retrouves toujours à un moment te sentir un peu couillonné, parce que forcément, les portefeuilles ne sont pas illimités. Et je pense que parfois, il faut peut-être prendre du recul. Moi, personnellement, ces collections de petits prix, je veux dire que même si je les recevais pas par le travail, j'irais pas vers elles, tu vois. J'y suis quasiment jamais allé alors que même que je les recevais pas forcément, tu vois. Bah oui, mais je suis pas d'accord. Moi, j'ai pris Daredevil Yellow, par exemple, j'étais très content de l'avoir. J'ai pris Spider-Man Blue, tu vois. Enfin, c'est typiquement des trucs. C'est les deux contre-exemples, c'est les deux seuls que j'ai pris. Mais il y en a d'autres qui m'intéresseraient, tu vois. Weapon X, il se trouve que j'ai dans un autre format, par exemple, mais j'aurais bien pris Weapon X. Enfin, on en y revient. Pour moi, c'est l'initiative de base de la façon dont c'était fait avec la Fab était une bonne idée, à mon sens. Ouais, bah après. Et là, tu vas quand même pas me dire, parce que quitte à prendre du recul, tu vas quand même pas me dire qu'il manque d'histoire culte des Avengers à proposer au tout venant. Enfin, pardon, mais ils ont quand même conscience que l'album est sorti l'année dernière. Et il y a 1000 autres arcs. Ça, je sais pas comment ils le réfléchissent. Que tu peux prendre par période, hein, je veux dire. Oui, non, mais je suis d'accord avec toi sur. Non, mais de toute façon, la sélection là, moi, je suis transparent là-dessus. Je fais les éditos sur ces collections, mais je ne participe en rien en fait au choix des récits qui sont concernés. C'est pour ça que pour la collection Super Héroïne, moi je disais lesquels je trouvais bons vraiment, et je trouvais que dans l'ensemble c'était une bonne collection. Je trouve que celle de Spider-Man l'année dernière était chouette, vraiment. Je trouve que celle du multivers aussi, je trouve que c'est des récits plutôt sympas, et les grandes sagas aussi, c'était dans l'ensemble des choix de trucs assez qualitatifs. Là par contre, effectivement, cette collection anniversaire Avengers, on m'aurait laissé choisir les récits, j'aurais pas pris cela, clairement. Et encore, et j'aurais vraiment fait attention particulièrement à ce Ultron Unlimited, parce que pour moi, c'est beaucoup trop tôt de le réimprimer. Je suis d'accord avec toi sur le principe. Maintenant, là, parce que je me fais aussi l'avocat du diable, on va dire, mais que je vois aussi pourquoi, d'un point de vue très pragmatique et très juste, là, on est juste sur des questions d'études de marché, des trucs comme ça, de dire bah c'est pas la même cible, donc c'est pour le proposer à un autre public, ou alors peut-être que le must-have n'a pas marché et qu'ils se disent bon bah proposons-le dans ce format, peut-être que là ça marchera plus. Ouais, peut-être. J'en sais rien, je t'avoue, moi j'ai pas ces données. Mais à mon sens, tu vois, ça aurait presque été plus intéressant en fait d'appliquer cette logique qu'ils font pour le tome des Avengers de Hickman et se dire bah attends, on va prendre le début du run de Busiek par exemple, tu vois, quitte à justement créer des portes d'entrée à pas cher. Marquant ou intéressant? Bon, c'est toujours marquant, un début de run. Enfin, et encore une fois, enfin, mais il a duré longtemps, hein, le run de Busiek. Il y a plein de trucs super cool à tailler dedans, entre guillemets. Et puis même, t'as d'autres grands scénaristes qui sont passés dessus. Moi, j'admets, enfin, à mesure que ces collections gagnent en volume, enfin, pas en volume, mais en régularité, je deviens un peu plus difficile dans le sens où effectivement, j'ai l'impression qu'on nous l'a fait à l'envers avec la Fab pour des questions économiques très pragmatiques. Très bien, mais moi, je suis pas obligé de me mettre ces questionnements-là en tête quand je vais acheter mes albums. J'en ai quand même acheté pas mal, des trucs à petit prix quand c'était justement du joli rigide. Là, honnêtement, effectivement, ouais, il y a pas grand-chose alors on fera quand même probablement une review un peu générale comme on avait fait les dernières fois. Donc si continue à en faire aussi souvent, c'est peut-être un peu relou. Mais tu vois, pareil, le Avengers 1 à 5 Kirby Stanley, enfin, ouais, non mais attends, il y a littéralement 8000 collections où ça existe. Oui, non mais celui-là c'est vraiment pour les gens qui ont vraiment jamais lu de comics Avengers. En intégrale, en Taschen, en Hachette, ce que tu veux, enfin même en Marvel classique. Et puis qui va commencer 1 à 5 Avengers tant que tu pourrais avoir un volume à 25 €, à 30 €, où il y a les 20 premiers numéros, tu vois, enfin c'est... Bref, bon, moi cette collection-là, j'avoue, j'ai un peu du mal à
à adhérer, mais comme tu l'as dit, nous ne sommes pas forcément le public cible. Si je devais vous conseiller un truc, j'ai probablement le Michelini Burn, voilà, dans mon souvenir c'était bien. Et Ultron Unlimited, parce que c'est une bonne histoire. Mais sinon, le reste, de ce que je comprends et de ce que je connais un petit peu de la saga, c'est pas des investissements très, très utiles. Ouais. À mon avis. Très, très bien. Alors, Corentin, on va continuer. On est maintenant du côté de la VF sans illustration. Tiens, c'est curieux, mais on va parler un petit peu d'un auteur que tu n'aimes pas, je crois. En littérature, je le connais pas très, très bien. Hein. C'est vrai. Mais tu le connais autrement. Oui. Bon, on reparle d'Alan Moore. On reparle d'Alan Moore, puisque Alan Moore, en fait, écrit maintenant de la prose. Hein. Il écrit depuis plusieurs années maintenant. Il nous a livré en 2017 un monstre qui s'appelle Jérusalem, que d'aveu j'ai toujours, mais que je n'ai jamais lu encore. Mon chat a un peu bouffé l'album, du coup. Je crois qu'il y a plein de gens qui se le sont pris aussi en 2017 et qui l'ont finalement. Moi, je l'ai pas pris en 2017. Par contre, j'ai attendu la version poche pour ceux que ça intéresse. Et vu que ça intéresse personne, ils sont très nombreux. Manifestez-vous dans les commentaires. Ils sont sur Facebook, fans des gens qui s'intéressent aux versions poche de Arnaud. Poche d'Arnaud Kix. À ton avis, il a pris la poche ou c'est un groupe très 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 particulier. Non, mais pour ça dire qu'il a écrit un recueil, de nouvelles qui s'appelle Illumination, qui en fait s'est fait dans le cadre d'un contrat qu'il a passé avec une maison d'édition britannique, Bloomsbury Publishing. Merci. Donc c'est un contrat qu'il avait signé en 2021 pour 5 bouquins, je crois, ou 6, je sais plus, mais donc il y avait une saga de fantasy, 5, ouais, une saga de fantasy, mais aussi ce recueil de nouvelles qui arrivera donc tout bientôt en juin en VF chez Bragelonne. Et pourquoi on en parle? Parce que c'est Alan Moore, c'est quand même une sommité du monde des comics, même s'il en produit plus, donc ça peut quand même vous intéresser, mais surtout que dedans, dans ce recueil, il y a une novella particulièrement, donc une nouvelle plutôt longue, presque un mini-roman, qui s'intéresse justement à retracer 75 ans de l'histoire de l'industrie des comics par le prisme de gens qui l'ont façonné. Donc même si le récit est fictif, a priori, ça va quand même, à mon avis, dire les termes sur des choses qu'il a pu vivre ou dont il a été témoin lors de son passage dans cette industrie. Donc je pense quand même que c'est quelque chose qui sera tout à fait intéressant. Ce sera traduit par une traductrice qui s'appelle Claire Kreutzberger, qui a donc Berger dans son nom de famille. Ça ne peut être qu'une bonne personne, j'ai envie de dire. Mais voilà, donc ça arrive le 7 juin chez Bragelonne. Et Laurent Berger en anglais, ça fait Lawrence Berger. C'est vrai aussi. et c'est vrai que enfin, j'espère que ce sera plus accessible que Jérusalem, peut-être. Ce sera tant sur la forme que sur le fond, donc, mais surtout sur la forme en tout cas, parce que c'est quand même en fait voilà, le fait est que Jérusalem en fait est très difficile parce qu'il y a plusieurs styles d'écriture différents, et puis ça fait des jeux sur le langage, ça fait 1300 pages, non, un truc comme ça aussi. Ouais. Donc c'est quand même un très copieux. Là voilà, ce sera un petit peu plus digeste très certainement, et ma foi, moi j'espère trouver le temps au moins de lire la novella en question pour qu'on puisse en reparler peut-être avec toi, très cher Corentin. Ouais. Ensuite, du côté de l'AVO, il y a pas mal. Moi, je donne pas mon avis, du coup. Oui, si, pardon. Non, je suis content. Oui, mais t'es content. Parce que c'est illisible en anglais, Jérusalem. Ouais. Moi, je considère que j'ai un bon niveau d'anglais. On travaille en anglais régulièrement, on fait des interviews. Alors, vous pouvez juger de notre merveilleux niveau d'anglais en interview, d'ailleurs, mais c'est impossible à lire en anglais. Pour moi, c'est vraiment les limites de mon cerveau francophone qui butent contre le monument mourien. Mais sinon, ouais, ça devrait parler effectivement des Cavaliers de l'Apocalypse, de l'apparition d'êtres conscients dans le chaos, enfin plein de trucs assez intéressants. La grande saga de Moore qui arrive s'appelle Long London, qui sera a priori une sorte d'Uchronie, qui part de l'Angleterre de 1949 avec le traité du nouveau Commonwealth pour définir un petit peu une nouvelle société en Britannique qui n'aurait eu de cesse que de dériver vers la folie et le crime, et évidemment, parce qu'on est chez Alan Moore, l'apparition de la magie. Parce que Alan Moore est un magicien qui prend du LSD en regardant Yggdrasil et en pensant à la vie et en imaginant des mondes farfelus dans son cerveau malade de géant. Voilà. Très bien. Vivement. Oui. Et vivement l'adaptation aux comics. Donc, du côté de l'AVO, ce que je disais, c'est que il y a une nouvelle structure d'édition indépendante qui se crée. Ça s'appelle Distillery. Donc en vrai c'est fait que de lettres, enfin c'est D-S-T-L-R-Y, Distillery, mais en vrai ça se prononce donc Distillery, et c'est intéressant. Pourquoi? Parce que c'est une structure qui est fondée par Chip Mosher et David Steinberger, donc qui ont été chez Comixology. Alors Steinberger, c'était le fondateur de Comixology, qui avait annoncé sa démission en 2022, après que la plateforme avait été complètement
aspiré par l'écosystème Amazon. Et Chip Mosher, c'était le directeur du programme Comixology Originals, donc une ligne de comics numériques en creator owned ou creator shared, on va dire. Ça, on n'a pas les détails, mais en tout cas de l'indé qui était aussi édité chez Dark Horse et dont plusieurs titres se sont retrouvés ou vont se retrouver chez Delcourt pour la VF. D'ailleurs, Chip Mosher, on l'avait en interview l'année dernière ou en 2020. Je sais plus. Non, pas 2020, il n'y avait pas d'Angoulême. Ouais. Mais voilà, vous l'avez aussi en interview sur First Print. Donc, qu'est-ce que je voulais dire? Les deux, voilà. Chip Mosher, il s'était barré aussi de quelques temps après, à l'été 2022. Et donc, maintenant, les deux, forcément, ils savent ce qu'ils savent faire, c'est-à-dire du comics, en proposant donc ce nouvel éditeur qui, pour l'instant, n'en sait pas grand-chose, sauf que il y a un roster de créateurs qui ont signé, parce qu'en fait, en étant fondateurs, si tu veux, de la maison d'édition, ils auront aussi droit à une part en fait des revenus générés par la vente des comics, avec donc Scott Snyder forcément, mais aussi Jock, Brian Azzarello, James Tynion Ford, Ram V, Elsa Chartier, Mirka Andolfo, Joanne Jones, Becky Cloonan, Tula Lotte, Stephanie Phillips, Junko Mizuno, Jamie McKelvey, Lee Garbett et Mark Bernardine. C'est quand même assez lourd, c'est des noms qui pèsent pour la plupart. Il y a beaucoup de potes de Snyder en plus. Ouais, forcément ça c'était assez évident vu que les chiens ne font pas des chats. Et donc alors là du coup non ça marche pas. Ça marche pas? Non. Pourquoi? Parce que non, là ça implique une question de descendance. Ou de proximité. De proximité, Scott Snyder va non, forcément. Non, c'est pas grave. Non, ça marche pas. Moi je trouvais que ça marchait parce que dans le sens que forcément Scott Snyder Scott Snyder il va ramener ses potes évidemment, il va pas ramener des gens qu'il aime pas. Ça veut plutôt dire genre tu vois c'est par exemple si toi t'as un jour des enfants ou Polo par exemple, tu vois. Non, ça marche pas parce que c'est vraiment un chat. Bref, non mais je t'expliquerai plus tard hors micro. Que Polo ne peut pas avoir un chien comme descendance. Voilà. Ça c'est de la biologie monsieur. Donc, il a ramené ses potes. Voilà. Et surtout pour faire des BD, on sait pas encore lesquels, il y aura une présentation à la SDCC, mais surtout que c'est un lancement aussi qui sera international, puisque justement Delcourt, on en parlait juste avant, a déjà acté le fait qu'ils allaient publier ça en VF. Ils ont des parts dans le truc ou c'est Oui, ils ont des parts aussi un petit peu, ils sont investisseurs dans le lancement, c'est pour ça. Donc il y a un contrat 4 derrière à tous les coups. Et en même temps, c'est pas surprenant puisque Chip Mosher avait déjà signé un contrat avec Delcourt sur les titres Comixology Originals. Aux États-Unis, ils ont aussi signé aussi avec Kodansha, qui fait beaucoup de publications de manga aux États-Unis. Et alors, il y a aussi un volet un peu plus curieux, c'est d'une part le fait que le producteur Lorenzo Di Bonaventura est aussi impliqué parmi les investisseurs, notamment sur le côté tout ce qui est IP et adaptation. Donc ça signifierait plutôt du creator shared. À l'exception non, parce que c'est vraiment du creator owned, parce que tout appartient aux éditeurs, mais clairement ça veut pas dire que les créateurs ne peuvent pas déléguer à un agent le fait d'aller vendre les droits. Mais creator owned, ça veut dire surtout que si les trucs sont vendus, ça revient aux auteurs, tu vois. Alors avec peut-être une commission pour l'agent, ça j'ai pas les détails. Toujours de toute façon. Mais c'est pas forcément les auteurs qui sont obligés d'aller eux-mêmes démarcher l'industrie, alors qu'il y a déjà quelqu'un, un agent qui peut s'occuper de faire. C'est là que Di Bonaventura, qui est un producteur assez j'allais dire c'est tristement célèbre, mais pas forcément. C'est un mec qui a fait quelques grandes franchises, Raid, Salt, et également la série Jupiter's Legacy. Va probablement servir d'intermédiaire entre les artistes et le monde hollywoodien pour faire adapter les projets. Et c'est pas étonnant quand on voit effectivement déjà juste Snyder ou Tynion Ford qui sont déjà en contact avec Hollywood sur pas mal de chantiers. Juste pour le format aussi, ça va être des singles. C'est annoncé qu'il y aura des single issues. Un tirage limité. Avec des tirages limités. Et qu'il y aura aussi donc pas de réimpression des single issues, mais techniquement, il y aura aussi des albums par la suite. Donc, c'est juste que effectivement, ils veulent limiter les impressions pour faire un petit peu des comics, des objets de collection. Ça c'est quand même la grande lubie de l'industrie depuis les années 90, que ça réussisse plus ou moins de façon efficace. Mais aussi il y a le volet numérique qui là par contre est trop chelou, parce que ils disent qu'il y aura des copies de comics en version numérique qui seront mises en vente en exclusivité sur le site de l'éditeur, et qu'en fait sur cette plateforme de vente dédiée à ce site, en fait, les acheteurs pourront ensuite se les revendre au prix qu'ils veulent, et à chaque fois qu'ils le revendent en tant qu'objet de collection numérique avec certificat d'authenticité, et en fait, il y a une part de cette vente qui ira à chaque fois à l'auteur. De cette façon, en fait, ils veulent justement s'éviter tout amalgame avec les NFT. Bien sûr que ça ressemble quand même vachement à ça, en disant que c'est vraiment des comics numériques entre guillemets uniques,
qui vont pas reposer sur la blockchain pour leur certificat d'authenticité, et voilà, qui vont pas plus consommer en fait qu'une version d'un comics numérique sur Comixology ou Apple Books. Là-dessus, je veux bien les croire vu qu'ils ont bossé dans le business réellement, donc j'imagine qu'ils s'y connaissent ou qu'ils connaissent la techno derrière. Après, pareil, ça peut intéresser des gens. Moi, clairement, ça ne m'intéresse pas. J'irai pas acheter un comics numérique parce que il est censé être unique avec un certificat d'authenticité. Tu vas l'acheter juste pour le lire à un prix normal, et les trucs de collection, de toute façon, c'est vraiment pas mon délire, quoi. Mais en vrai, c'est parce qu'on est traumatisé par l'apparition fulgurante et la chute vertigineuse du marché des NFT et tout ce que ça a provoqué comme usine à vent de la part de quelques escrocs, en vérité. Mais le principe, il est pas propre au NFT. C'est un truc qui est vieux comme la distribution numérique, en fait. Je rappelle-toi quand même quand Diablo 3 est sorti, qu'il y avait déjà cette idée d'hôtel des ventes. Je jouais pas sur PC. Non, mais bon, bref, c'est pas grave. En fait, si Arnaud ne fait pas un truc, s'y intéresse pas du tout. C'est un mec genre. Mais non, c'est pas que je m'y intéresse pas, c'est que littéralement, j'ai pas pu le vivre, j'ai pas pu m'y intéresser. Tu te souviens des débats de l'époque, tu sais, quand il y avait justement, je te raconte, du coup. Merci. Il y avait un drop, d'items qui était, algorithmique, enfin, qui était hasardeux, en fait. Donc, tu pouvais, tu tapais sur une caisse, tu pouvais tomber sur l'épée légendaire incroyable que personne n'allait trouver à part toi. Et en fait, comme t'avais besoin d'items très particuliers pour progresser dans les niveaux de difficulté, il y avait un hôtel des ventes où les gens se vendaient des items entre eux en argent réel. Tu vois, et à l'époque, il y a toute une réflexion, notamment de Steam, qui disait, est-ce que c'est pas ça l'avenir, en fait, de la dématérialisation? C'est que, du coup, on ne supprime pas l'occasion, mais on considère qu'il y a une quantité de flux, que tu peux faire, en fait, où les gens se vendent des données en argent réel, de la main à la main, ils fixent eux-mêmes le prix, etc. Et nous, on touche une petite commission. Et d'ailleurs, je crois que c'est un système qui existe maintenant en partie sur Steam. Donc, pour résumer, effectivement, c'est parce que le NFT nous fait dire que les certificats d'authenticité, etc., c'est pas bien, que voilà, genre Chip Mosher, c'est un mec qui vient d'Amazon, enfin de Comixology. C'est quand même, du coup, là, ça a été l'une des grandes voies pour le comics numérique il y a assez longtemps, qui cherche des nouvelles solutions et des nouvelles modalités pour faire en sorte que ce marché soit existant, et que du coup, les artistes ne partent pas au passage avec le risque de duplication des données, parce que j'imagine qu'il y aura des DRN, hein. Pour le coup, là, il y a pas de, enfin, parce que si tu fais ça, t'es obligé d'avoir des DRN pour contrôler, et pour éviter le piratage, parce que quand t'as des comics à tirage limité en physique, tu peux pas te permettre de les voir distribués sur RCO, trucs comme ça, tu vois. Donc voilà, moi je trouve ça plutôt intéressant en tant que curieux du numérique, parce qu'évidemment je comprends bien sûr les dangers de mettre des comics en ligne et que les gens fassent juste clic droit et après les mettre sur des plateformes de pirates. Évidemment, c'est un vrai enjeu et un vrai frein à la progression du numérique, à mon avis. Mais le fait que Mosher, voilà, encore une fois, vienne de là, ça me m'étonne pas spécialement qu'il cherche des façons de le rentabiliser. Après, le parterre de créatifs est très intéressant. Voilà, Snyder, Lotter, Tynion, McKelvey, c'est des mecs talentueux. Le fait, effectivement, on dirait qu'ils ont un peu retenu toutes les bonnes leçons ces dernières années, tu vois, genre AWAC qui ouvre son département adaptation très rapidement après le lancement, les indés qui, justement, maintenant, on sait quand une boîte indé s'ouvre, elle trouve directement des partenariats à Hollywood pour essayer de placer des projets, de rentabiliser, etc. Le tirage limité, peut-être une inspiration un peu bad-idienne, on va dire, du côté, il faut, encore une fois, rendre le comics attractif. Le format de 48 pages aussi. Il faut pousser les gens à se rendre dans les comic shops. Tout à fait. Voilà. Format de 48 pages qui permettent déjà d'avoir des single issues un peu plus chers et aussi plus rentables, parce que c'est vrai que c'est un format qui perd un peu en adhésion. Enfin, les adhérents traditionnels sont encore là, mais les nouveaux pas forcément. Et pour moi, un 48 pages, c'est effectivement une bonne raison de continuer à lire en mensuel, parce que t'as quand même une dose qui est assez conséquente. Pareil, le fait qu'ils aient déjà des partenariats internationaux avec Delcourt, voilà, en fait, ils ont vraiment, je pense, bien réfléchi, ouais. Bien tout verrouillé pour que ce soit une boîte qui ne lance pas comme ça, comme un pavé dans la mare. Et après, faut attendre les premiers projets. Personnellement, c'est un mec que je respecte beaucoup. Et oui, évidemment, ça dépendra de la qualité des BD. Mais dans l'idée, sur un marché qui est déjà assez saturé, c'est bien de voir des mecs qui sont prudents, tu vois, qu'on fait un vrai business plan, qu'on pris des bonnes décisions, et qu'on, encore une fois, fédéré, parce que c'est que des mecs avec qui il a déjà travaillé. Oui. Donc ça veut dire qu'ils y vont aussi au feeling. Et s'ils y vont en actionnaire, ils auront intérêt à ce que la boîte subsiste. Tout le monde a intérêt, voilà. Oui, tout le monde a intérêt, oui. Tu vois, c'est pas comme ce truc là, Booty Paupo, là, machin, l'espèce de faux Substack. Ah oui, comment ça s'appelle ça? Ouais, ce truc là, voilà. Le truc. Voilà. Mais tu vois, par exemple, ça sentait un petit peu le côté genre, ouais, on y va, on verra bien. Alors que là, tu te dis, bon, il y a effectivement une réflexion qui est intéressante. Pourquoi pas? On verra d'ici d'ici la SDCC. Ouais, pour les premières annonces, ouais. Ouais, non, moi, ce sera sûrement quelque chose à suivre avec attention. Sinon, du côté des comics indépendants encore, chez Image Comics, il y a quand même une grande guerre qui se prépare entre la team chien et la team chat, avec 2 séries qui ont été annoncées vraiment à 2 jours d'intervalle.
D'un côté, Pure Evil de Mirka Andolfo et Laura Braga, et de l'autre côté, Scrapper, un titre avec des chiens trop mignons et trop sympas qui a l'air vraiment trop cool, tandis que l'autre série a l'air clairement de dire les chats c'est vraiment tous des merdes et voilà la vérité sur eux. C'est qui l'équipe créative des chiens? Alors attends, je te retrouve ça, il y a Alex de Campi. Ah merde. Et il y a Sandy Jarrell, Meteor Man. Et puis il y a Juan Ferra qui fait des couvertures aussi. Donc c'est que des gens bien. Oui, il faut me dire qu'Andolfo Laura Braga, s'il te plaît, on est quand même pas trop mal du côté des félins. Oui, c'est pas mal, mais c'est pas mal. Laura Braga, c'est pas mal. C'est une génie, Laura Braga, frère. Quoi? Pardon, excuse-moi, non, depuis quand? Non, mais je vais te faire chier. Non, mais c'est marrant le côté Eric Stephenson qui a décidé d'être un peu la Suisse des débats chien-chat en annonçant les deux séries coup sur coup. En mode, voilà, on fait un truc pour les chiens, on fait un truc pour les chats, et ce sera deux bonnes équipes créatives, et puis battez-vous, tu vois. Donc dans Scrapper, on est en fait dans un univers un peu cyberpunk, dans une ville qui a été qui est enfermée en fait sous un dôme et qui est contrôlée par New Verona, non, pardon, c'est la ville s'appelle New Verona et l'entreprise qui la contrôle s'appelle Smite, et Scrapper, en fait, il s'en prend aux voleurs. Enfin voilà, c'est un chien qui essaie de faire le justicier avec les moyens. C'est super recherché. Les moyens du bord, et justement dans les pages de preview qu'on a pu voir, et on le voit, il s'en prend à des voleurs d'enfants et en aboyant, il casse la vitre d'un vaisseau en faisant ouf. Clairement, c'est pas un nul. C'est pas un vulgaire chat qui ferait ça. Donc clairement, ça a l'air incroyable. Je pense ça. T'as même pas décrit le synopsis de Peur. Hein? De Peur. Non, mais Peur Evil, du coup, c'est juste les chats, c'est des bâtards. Et oui, c'est voilà. la réalité. Il te réveille la nuit et il casse les couilles. Ouais, mais sauf que là, en fait, c'est limite, c'est très bien le schéma. Limite, là, en fait, le fait, c'est qu'on suit une mère et sa fille qui, en fait, sont des sorcières qui luttent contre des chats maléfiques. C'est-à-dire, en fait, contre des chats, quoi, tout simplement. Ouais, d'accord. Trop bien. Et ça va juste montrer pourquoi, en fait, il faut les détester. Non. C'est saloperie à poil. Non, non, justement pas. Merci. Et donc, ça a l'air très joli aussi. Ça a l'air plutôt rigolo comme concept. Alors, mais c'est vraiment des chats qui trucident des gens, là, pour le coup. Ça a l'air assez sanglant aussi, mais en même temps, Mirka Andolfo et Laura Braga, en tout cas Andolfo dans ses univers, elle n'hésite pas à y aller dans la violence assez décomplexée. Tout à fait. Donc, ça, très bien. Voilà. La suite. J'aime bien quand même, je vais m'auto-citer, j'avais écrit, je me suis fait coter en privé par plein de gens, je crois, quand j'ai écrit une bonne façon de rappeler par le biais de la fiction l'offense faite à Dieu que sont les chats de viles créatures qui ne visent qu'à la domination du monde en se faisant passer pour d'adorables boules de poils. Mais ça, par contre, ça c'est vrai. Je veux dire, au départ, quand même, les chats, c'est des extraterrestres. Leur planète était mourante, un peu comme les Kryptoniens. Ils ont cherché dans l'univers un endroit où aller. Ils ont vu qu'il y avait des races qui leur ressemblaient ici, les tigres, les lions, etc. Ils sont venus et ils se sont installés en se faisant passer pour des sympathiques boules de poils, et du coup ils nous dominent en vérité. Et c'est pour ça qu'ils ont des doubles paupières. C'est horrible, les chats, en vérité. Quand tu regardes un petit peu un chat genre sans ses poils, un sphinx. Mais tu sais ce que j'ai fait? C'est vraiment des extraterrestres. L'autre soir, j'étais au Grand Rex pour la diffusion du Retour du Jedi, là, pour les 40 ans, en copie remasterisée, avec les inserts numériques modernes horribles dedans, là. Vraiment dégueulasse. Mais ce que j'ai remarqué, c'est que Jabba le Hutt, il a des yeux de chat. Et je pense que c'est pas innocent. Quoi? Oui. Quoi, il a des yeux de serpent? Non, il a des yeux de chat comme ça, avec des paupières qui sortent sur les côtes aussi, comme ça. Ah, mais oui, ça, on est voilà. d'accord. Ça, c'est vraiment pour le coup particulier. Même, tu sais, les chats, là, ils ont une piste particulière qui peut te défoncer, le cerveau. Quand tu vois les griffes rétractiles. Bref, c'est vraiment des animaux très étranges. Et cela dit, Arnaud dit ça, mais j'ai plein de photos de lui trop mignonnes avec Polo. Non. Qui vont fuiter sur Internet. N'importe quoi, tu mens. Mais il est trop mignon. Clairement, vraiment. Tu fais du mid-journey. Il y en a une qui fait genre Dieu donnant la vie à Adam, où il tend son doigt au chat et le chat lui agrippe un peu le doigt avec sa patoune. Et c'est juste, mais c'est tellement... Mensonge et calomnie, tout sera révélé. Tu auras des nouvelles de mes avocats. On échange de beaucoup d'argent sur le Tipeee. Donc, la suite. La suite chez Image Comics, c'est deux artistes très talentueux qui sont également de retour dans quelques mois chez Image Comics. C'est Shaky Kane et Jelly. Ouais, alors Shaky Kane, on en parle non, on n'a pas beaucoup parlé. Non, je pense pas, non. Dire. Mais quand on parle effectivement des héritiers directs de Geoff Darrow, on parle parfois de Frank Whiteley. On a parlé de John Davis Hunt, mais qui lui est aussi un héritier de Frank Whiteley, et du mec qui a fait, mec russe, qui a fait la série World, WRLD, WLRD même plutôt. Enfin bref, il y a plein d'artistes qui s'inspirent effectivement du trait de Geoff Darrow. Excusez-moi. Et donc Shaky Kane en fait partie. Décidément. Shaky Kane donc en fait partie. Il a repris les contours et les aplats justement très Geoff Darrowien, mais à la limite en fait il est plus proche de Darrow dans l'imaginaire. C'est que c'est un mec qui écrit généralement des comics qui sont assez parodiques, assez absurdes, assez bigger than life, même tout simplement d'ailleurs complètement foncedé.
Donc il a fait Captain Dinosaur par exemple, qui raconte l'histoire d'un super-héros qui est aussi un flic et qui se cosplay en dinosaure, un petit peu comme les mecs, tu sais, que vous voyez des fois dans les conventions qui sont cosplayés en dinosaure. Il a fait évidemment Bulletproof Coffin qui est plus sérieux. Il a fait The Beef, qui est une série qui parle d'un super-héros, une sorte de Hulk qui à force de manger trop de viande devient une sorte de monstre difforme et qui combat les vilains éleveurs qui tuent les vaches C'était rigolo, pour ça. la viande. Et voilà, toutes ces séries sont un peu dans ce registre complètement taré qui n'est pas sans évoquer justement le Shaolin Cowboy et les idées généralement assez dingues de Geoff Darrow. D'ailleurs, Darrow qui signe une couverture pour son grand retour avec la série Weird Work, donc qui est une mini chez Image Comics de science-fiction dans un monde avec des aliens et des robots. Encore une fois, complètement décomplexé, où il n'y a pas de vocation de raconter une grande histoire, mais les gangs se tirent dessus, une flic, une femme, une flic, ouais, une lieutenante de police dont le partenaire a disparu, va récupérer un nouveau lieutenant, enfin un nouveau partenaire. Et ensemble, ils vont mener la croisade contre les vilains gangs, etc. Avec une intrigue criminelle, avec une secte, avec des milliardaires, enfin tout le bordel. C'est vraiment un hommage au cinéma des 70-80, à la Dirty Harry, à l'Alarme Fatale, avec cette donnée de science-fiction qui sera juste l'occasion pour Shaky Ken de s'amuser un peu. Donc c'est quand même un artiste vedette. Dans l'underground, il est moins connu en Europe évidemment, mais sont très très appréciés. C'est un pote de Michael Red d'ailleurs qui signe aussi une couverture variante pour le premier numéro. Et c'est vraiment cette catégorie d'artistes géniaux que moi j'aime énormément, donc on attendra avec impatience de revoir ça. C'est aussi un des grands anciens de Image Comics, ça fait quand même alors, 25 ans qu'il y est. Voilà, c'est-à-dire juste que ça fait longtemps qu'il travaille chez Image Comics, pas que Image est dominé par des divinités cthulhiennes. Contrairement à Study in Emerald de Neil Gaiman. Voilà. Et j'ai spoilé. Et l'autre truc, Arnaud, c'est Jay Lee qui revient. Yes. C'est fou quand même, hein. Bah, il vient de sortir son Seven Sons en VF chez juste ici, et je vous le dis, ce n'est pas bien. Chez Huggin et Mullin, mais toi tu l'aimes pas, hein. Même si on est catho, surtout si on est catho, c'est très très mauvais. C'est très mal écrit et c'est pas très bien dessiné. Donc, ce qui compte, c'est que Jay Lee revient sans faire de NFT, contrairement à Seven Sons. Qu'il y aura pas de délire Da Vinci codien débile où il y avait plein de clones de Jésus qui ont des yeux exorbités de chevaux. Mais que là, effectivement, c'est plus justement, encore une fois, c'est un peu absurde. Déjà, c'est cool de dire que Jay Lee revient faire des intérieurs pour de vrai, parce que quand même, pendant quelques années, ça a été de la variante Dynamite, beaucoup de variantes. Il s'est reposé avec Jun Chung. Et puis un jour, il a dit, je vais revenir. Il a fait Seven Sons. Visiblement, ça a assez marché pour que ça le remotive à refaire de la série. Là, c'est que 3 numéros, peut-être probablement étendu, on sait pas encore. Avec les deux scénaristes, les co-scénaristes de Seven Sons, c'est pas forcément une très bonne nouvelle, Kelvin Mao et Robert Wyndham, mais surtout Jerry Duggan, qui je crois pas qu'ils aient déjà travaillé ensemble avec Jay Lee, donc c'est plutôt une bonne nouvelle, parce que Duggan, il a plutôt bien pris en galon chez Marvel depuis quelques années. Il a fait quelques bonnes séries Squeakman pour l'univers X-Men. Ouais. Et là, il revient pour pareil un projet qui a l'air assez décomplexé, puisque c'est l'histoire de deux frangines à Las Vegas, dans une Las Vegas un peu ninja, où des criminels, pareil, se tabassent la gueule, et où les deux héroïnes vont être prises dans une sorte d'intrigue un peu mouvante, courir à travers la ville pour échapper aux vilains sosie d'Elvis et aux vilains joueurs de craps fous et à Joe Pesci, etc. Donc c'est cool, parce que encore une fois, moi j'aime beaucoup Jay Lee au demeurant. J'ai pas aimé Seven Sons et je le regrette d'autant plus que j'étais content de son grand retour. Là, à Las Vegas, on peut très bien imaginer comment il va jouer sur son fameux art de la perspective, de la symétrie. Il adore dessiner des villes, Jay Lee, des villes très très cathédraliques, on va dire, avec que des formes un peu absurdes et compagnie. Les premières voitures sont jolies de Jay Lee. Et ça fait quand même 2 artistes vedettes qui reviennent chez Image pour le mois de juillet, donc on est impatient. Impatient, effectivement. De l'autre côté, enfin, c'est du côté de Skybound, juste pour dire qu'un artbook Invincible arrive, qui est pour novembre 2023, donc un premier volume qui sera dédié à l'ensemble de la saison 1 de la série animée adaptée des comics de Robert Kirkman, Ryan Otley et Cory Walker. Et Will Crabtree. Et c'est forcément, et Will Crabtree aux couleurs, mais c'est forcément logique puisque Cory Walker lui-même était character designer sur la série, donc pour avoir un look proche des comics originels. Donc c'est assez logique de voir ça se faire. D'ailleurs, on se demande même pourquoi ça n'a pas arrivé plus tôt, vu que la série a quand même démarré en 2021. Mais donc, ce qui est cool, c'est que on pourra avoir cet artbook en novembre chez Image, et on a contacté Delcourt qui nous a expliqué que c'était très probable en caps lock que l'artbook soit aussi disponible en VF chez Delcourt après.
Donc j'imagine que c'est effectivement dans les plans. De toute façon, il faut accompagner Invincible puisque la saison 2 doit arriver aussi en 2023. On n'a pas encore de date concrète de quand, mais a priori, si ça sort en novembre 2023, peut-être que c'est fait aussi pour accompagner une éventuelle diffusion de la saison 2. Donc ça, c'est à suivre. Il faut toujours un peu essayer de capter un petit peu les publications comme ça pour essayer de voir qu'est-ce qui peut coller. Mais en même temps, j'ai envie de dire novembre, c'est la fin de l'année. Donc si ça sort pas en novembre 2023, ça veut dire que ça loupe le coche de l'année, quoi. Donc voilà, enfin, c'est plutôt cool. Oui. Très bien. Ensuite, du côté de IDW, c'est la création Comixology, non pas Comixology, IDW Original, The Hunger and the Dusk, qui trouve enfin une date de sortie. On l'avait mentionné déjà quand on avait parlé de la création de cette ligne avec Mark Doyle notamment qui était arrivé chez IDW, et c'est aussi l'éditrice Maggie Howell qui travaille chez eux. IDW qui a gardé Maggie et Mark alors qu'ils ont licencié 40% de leurs effectifs et qu'ils ont quitté la bourse en fait pour essayer de se protéger un petit peu de leurs problèmes financiers. Ce qui n'est pas la pire des idées. Ouais, clairement. Non, ça fait chier pour ceux qui étaient en place, mais je crois qu'effectivement là le move était pas forcément déconnant. Bah, c'est curieux dans le sens où on avait l'impression qu'IDW allait plutôt bien. Ouais, puis ils annonçaient plein d'adaptations de leur série en plus. Mais ça, par contre, c'est trompeur parce que souvent, quand ils mettent des adaptations en route, en tout cas, ça a été le cas par le passé, c'est eux qui cofinancent les pilotes et les premières bibles entre guillemets. Donc, c'est souvent eux qui investissent de la thune. Donc, ça, tu sais, faut parfois se méfier un peu quand t'as pas justement un financier qui vient directement te toper à la porte. Les éditeurs qui sont indés, bah, ils financent des pilotes ou des scripts et après ils font le tour d'Hollywood. Tu vois, un petit peu comme ce que disait Baram V ou même d'autres gens, que par rapport au fait qu'il faut faire une première BD pour ensuite l'amener aux éditeurs, bah, c'est un peu pareil pour les séries télé. Donc peut-être que ça a joué, je ne sais pas, mais en parallèle de quoi, enfin je veux dire, l'Astronaut c'est un phénomène d'édition. À côté de ça, les IDW Originals, ça avait l'air de pas trop mal partir, les trucs de Scott Snyder aussi. Donc oui, je suis assez étonné par ce sauf qui peut. Mais donc quand tu quittes la bourse en général, c'est que c'est vraiment un sauf qui peut. Donc The Hunger and the Dust, pardon, c'est J. Willow Wilson, donc la co-créatrice de Kamala Khan, puis l'autrice de nombreux comics dont Invisible Kingdom, qui s'associe à Chris Wildgoose qu'on a vu sur du Bad Girl mais aussi sur Alienated de Cy Spurrier. Donc les deux ouvrages qu'on vient de vous citer sont disponibles et à découvrir chez Ike Comics, en tout cas s'ils sont toujours disponibles en région, je l'espère, parce que c'est deux plutôt bonnes séries. Donc ils vont faire un titre de fantasy dans lequel en fait le pitch c'est dans un monde mourant, il reste que les humains et les orques qui continuent de se battre pour des guerres de territoire, pour avoir l'avantage politique, sauf qu'à un moment il y a un ancien peuple humanoïde qui débarque des mers, qui arrive sur leur continent et qui va un peu buter tout le monde, et donc ils vont devoir s'associer pour essayer de lutter contre cette menace. Là, en gage de bonne volonté, t'as le plus puissant des orques qui envoie en fait sa cousine qui est une guérisseuse prêter main forte à un bataillon d'humains, et donc le commandant va devoir s'associer à la guérisseuse et faire fi de leurs préjugés les uns envers les autres pour forcément réussir à s'entendre et à repousser l'envahisseur. Pour moi, ça fait c'est très logique de voir ces thématiques-là de différence de l'autre et des préjugés dans l'œuvre de Wilson, parce qu'elle en parle beaucoup en mainstream et en indépendant. Donc même si effectivement peut-être que je pitch mal le truc et que ça fait très comédie française façon merde, qu'est-ce qu'on a fait au bon Dieu, sur le côté de un igné que tout oppose vont se retrouver et apprendre que leurs différences, j'imagine que ce sera quand même mieux traité, plus intéressant à suivre, et surtout qu'il y aura des surprises par rapport au pitch énoncé. Bah c'est ça en fait, c'est l'applicatif moi que je vois pas. Genre Invisible Kingdom, tu voyais effectivement ce qu'elle pouvait mettre de sa propre religion dans de sa foi en général dans ce contexte de science-fiction un peu traversé par des questions de corruption de l'Église, par des questions d'obscurantisme, par des questions de dictature, etc. Enfin, dictature économique ou politique d'ailleurs. Là, en l'occurrence, si l'applicatif c'est juste unissons-nous, peuple fédéré face à un ennemi commun. Tu sais, la thèse de l'ennemi commun, c'est un non-sens politique en général. Donc je sais pas exactement qu'est-ce qu'elle veut nous emmener avec ça. Républicains et démocrates, unissez-vous face à Vladimir Poutine et à la Chine, je ne sais pas. Mais si c'est ça, en tout cas, ça m'intéresse peu. Après, c'est toujours cool de voir Willow Wilson créer. Très bonne scénariste, qui avec Tamaki, j'ai l'impression, sont un peu les deux grandes autrices qui sont en train de faire bouger les choses dans le petit corps, et Mirka Andolfo évidemment. Le petit corps fermé, justement, et généralement assez masculin du monde des comics à l'ancienne et dans le moderne. J. Willow Wilson, c'est aussi l'excellente série Poison Ivy, donc moi j'ai envie de lui faire confiance. À voir après, on l'a déjà dit plusieurs fois, moi je suis pas un énorme fan de fantasy. Là, le principe humain et orc s'associe pour tabasser des navis
ou les mecs bleus d'Avatar, ça me parle pas non plus énormément. Wild Goose, c'est un bon dessinateur, effectivement, on vous conseille de lire Alienated si c'est pas fait, c'est une sorte de parodie un peu absurde, enfin pas absurde, mais une parodie extrême de E.T. Mélangée avec Chronicle, c'est E.T. Chronicle. Voilà, faut une sorte d'équation algorithmée par ChatGPT, et hop, ça fait Alienated, mais en bien. Donc cool. Et puis voilà, on verra bien comment IDW survit à l'intempérie. Je pense que ça devrait le faire. En tout cas, les signaux qui sont quand même envoyés, mis à part ce coup dur, étaient plutôt encourageants. T'as Jamie S. Rich qui a été premier éditeur en chef, ça c'est super, rédacteur en chef. Pareil comme Chip Mosher, c'est un mec super, enfin c'est un mec très fiable, un ancien de Vertigo qui a découvert Ramvé, qui a découvert Becky Clone, qui se raconte Joel Jones. C'est un mec vraiment super talentueux qui a fait carrière auprès de Berger à l'époque. Vraiment voilà, lui je l'aime d'amour. Donc et Mark Doyle pareil. Donc ils ont quand même du personnel talentueux. Espérons que les comics se vendent bien dans la foulée. Et on en termine là-dessus pour la partie comics. Pas de mainstream cette fois-ci parce qu'il y avait quelques annonces du côté de DC, mais bon, c'est des séries sur des personnages assez mineurs et c'est pas que j'ai pas envie de parler de. Quoi? Tu veux pas parler de Fire and Ice? Non, je ne veux pas parler de Fire and Ice. Le super duo de la Justice League Unlimited. Non, United. International. Pardon. Et Justice League 3000 de Matthew Giffen. Lisez ça, c'est vachement bien, putain, les gars. Ouais, mais la nouvelle série, je suis pas sûr. Enfin, j'ai même pas trop compris pourquoi. Et Power Girl, elle est mineure, c'est ça que tu dis? C'est ça que tu dis? Hein? C'est ça que tu dis, Power Girl? Power Girl, ça fait exceptionnel, Power Girl, mon gars. Amanda Conner. Tu mets plus le métier. Ouais, bien sûr, mais je suis pas sûr que là, à chaque fois, c'est des mini-séries. Enfin, c'est pas des séries régulières qui, à mon avis, vont. Mais c'est bizarre. Autant la Blue Beetle, je la comprends parce qu'il y a le personnage du film juste avant. Donc, c'est normal de faire une nouvelle ongoing. Blue Beetle, surtout qu'apparemment, le Graduation Day a vraiment bien fonctionné. Donc, d'ailleurs, ça arrive en août aussi chez Urban Comics. Mais Power Girl et Fire and Ice, je t'avoue, dans leur cadre de Dawn of DC, je m'attendais pas. Après, c'est bien, tant mieux, je demande qu'à être surpris. Power Girl, elle a son fandom. Après, Fire and Ice, j'en fais partie, mais techniquement, mais bon. Oui, on sert. Non. Fire and Ice, par contre, tu vois, je suis pas oui, moi, je les aime bien, parce que j'aime bien, encore une fois, des Matisse Giffen. En plus, c'est même pas eux qui vont le faire, donc c'est trop chelou. Parce que c'est un peu eux qui les ramènent constamment. C'est comme Gardner ou, encore une fois, franchement, c'est pas édité en français, mais Justice League 3000, c'était justement un super complément à la Justice League International. C'était bien marrant, ça. Avec des clones, complètement débiles. Dans le futur, il y a des clones en fait des membres de la Justice League mais qui n'ont pas forcément leur pouvoir. Du coup, il y a un clone de Superman qui est incapable de voler. Et ça va mourir de rire. Et t'avais Beetle et Booster. Mais c'est les vrais qui étaient traversés le temps sans faire gaffe, qui se réveillaient en l'an 3000. C'était génial. C'était vraiment la Bouhaha era qui était de retour, quoi. Donc c'était vraiment très cool. Du coup, voilà, bref. Ensuite. Donc je disais, on passe du côté des séries télé. Oui. Alors, première actualité, le trailer pour American Born Chinese qui s'est montré, série sur Disney+, adaptée de la BD de Jin Luen Yang, qui a été éditée en français il y a quelques années maintenant chez Dargo. Ouais, tout à fait. Mon rappel, c'est l'histoire de Jim Wang, qui est donc l'équivalent adolescent de Jin Luen Yang lui-même, descendant de migrants asiatiques qui souhaitent s'intégrer un peu dans son lycée et qui s'aperçoit que des dieux, en fait, de la mythologie de ses grands-parents, la mythologie de son pays d'origine. Du voyage vers l'ouest, notamment. Voilà, tout à fait. La pérégrination vers l'ouest, absolument Arnaud Kikou. Super texte qui a été adapté à plein de reprises, dans Dragon Ball, effectivement, pas que, par Manara aussi. Viennent, s'immiscer dans sa vie scolaire. Donc, arts martiaux, un peu comédie, un peu mythologie. Un peu young, un peu teen movie aussi. Bon délire, moi, je trouve. Depuis le début, cette série, moi, elle m'envoie des bonnes ondes. J'ai l'impression que c'est un peu la bonne série pour ados avec un peu de baston, un peu de sincérité par rapport aux propos sur le fait d'être un descendant de migrants asiatiques aux États-Unis, d'être même asiatique, asiatique aux États-Unis. Un produit qui, pareil, s'inscrit bien dans la lignée de l'espèce d'élan de gentrification culturelle de l'Asie aux États-Unis où de plus en plus on a des produits plutôt solides, plutôt sympas, plutôt légers, qui comprennent bien un peu les circonvolutions justement de ce que c'est être un asiano-américain. Comme Sino-américain. Asia-américain. Oui, Asia-américain, voilà. Un Asia-américain. Non, asiato-américain en français plutôt, parce que c'est asiatique, asiato-américain. Je sais pas. Ah, c'est vrai qu'afro, en même temps, tu dis pas africano-américain. Tu vois. Ouais. T'as peut-être raison, je ne sais pas. Asian American, on va dire. Voilà. Parce que c'est américain, après tout. Mais donc voilà, Crazy Rich Asians, Always Be My Maybe aussi, j'en parlais tout à l'heure, le film avec Ali Wong et Randall Park. Même, quelque part. Randall Park, ouais. Ça. Shang-Chi, tout à fait, qui n'était pas pour moi le pire Marvel Studio, du tout.
Donc non, mais pas sur mon lit noir, mais je le défendrai quand même. Ce film, pour moi, il est pas du tout aussi honteux que beaucoup de films Marvel ces dernières années. Et il a justement cette petite son nivelle par le bas, oui, forcément. Cette petite mais non, mais tu sais, quand tu prends un blockbuster, si tu dis Shang-Chi, c'est quand même vachement mieux que Thor, Love and Thunder et que Moon Knight. Oui, oui, effectivement. Ouais, si tu compares un truc, c'est même mieux que Black Widow, par exemple. Oui, mais Black Widow est pas terrible du tout. C'est en tout cas, oublions le mieux. Après, pour moi, c'est un film sympathique. Après, franchement, oui, parce que vraiment, c'est Osef Plus versus Osef, donc c'est pas non plus waouh. On va pas refaire le podcast, Arnaud. Non. On vous avait battu d'ailleurs, toi et Yerim, à l'époque. Ah bon? Oui, dans le podcast. Vous aviez perdu. Parce que vous étiez trop woke. C'est pour ça. Exactement. Non, mais voilà. Donc, effectivement, d'ailleurs, c'est la même équipe créative, puisque c'est Dustin Creighton au truc. Tout à fait, ouais. Et aussi des bouts de Everything Everywhere All At Once, puisqu'il y a Michelle Yeoh et Ke Huy Quan qui vont être dedans. Et Ke Huy Quan, qui est un super mec génial, qui sait encore se bastonner comme un fou alors qu'il a 60 balais. Et pareil pour Michelle Yeoh, d'ailleurs. Donc, cool. Ouais, ça a l'air vraiment plutôt sympa. Voir, mais je pense qu'on fera un petit podcast. Ouais, là-dessus, faudrait se prendre le temps pour regarder, effectivement, et pour donner notre avis là-dessus, parce que ça a l'air vraiment sympa. Un peu chaud. Et ça arrive, prochainement, sur Disney+. J'ai plus la date là en tête, mais ma mémoire me fait, bon, on vous en reparlera de toute façon. Prochainement 2023. Voilà. Prime Video qui signe beaucoup chez l'animation DC. Non content d'avoir récupéré Batman Caped Crusader de Bruce Timm et Ed Brubaker et J.J. Abrams et Matt Reeves, et d'avoir déjà renouvelé en fait la série pour une seconde saison, il s'offre aussi le film d'animation Merry Little Batman, qui est une forme de Maman j'ai raté l'avion, mais avec Damian Wayne tout seul dans Gotham City qui essaie de défendre donc Gotham et son manoir dans un style très très gamin mais absurde un peu, avec des proportions absolument pas réalistes et tout ça. Ça a l'air vraiment très 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 cool. Et il y aura une série, un spin-off annoncé, donc qui s'appelle Batman Family ou Bat Family, qui suivra vraiment les aventures de ce Little Batman, de ce Damian Wayne, donc qui n'est pas un Robin, hein, mais qui s'improvise comme un mini Batman avec le costume de son père. C'est comme dans le numéro de Morrison là où on le voyait justement il était trop grand dans le costume et tout. Ouais, super. Damian est un personnage de la vie, de la terre, de l'univers de l'humanité. Regardez-moi ce fanboy dégoûtant là. Damian, c'est le meilleur c'est le meilleur Robin. C'est le seul bon Robin en vérité. Oh là là. Je me désolidarise. J'adore à chaque fois les mecs qui me disent t'exagères. Je rigole. Tu sais, des prises de position juste pour ramener du hate. J'aimerais bien qu'on ait ce débat un jour, mais pour de vrai, avec des micros et tout. C'est qui le meilleur Robin? Non, le Robin est-il une bonne idée avant Damian Wayne? Bah oui, bien sûr que c'est une bonne idée, enfin. Non. Il est fou. Là, c'est vraiment pour la hate. Donc ouais, Robin, super. Effectivement, en plus, un peu Lil Gotham aussi, tu vois, quelque part. Ce côté, on va ramener des codes de films pour on verra, parce que ça a l'air vraiment très absurde. Pour le coup, le visuel, moi, ça me laisse vraiment penser à un truc qui sera pas forcément pour les gamins, mais un truc... d'ailleurs, de toute façon, le contrat Prime Video m'a l'air quand même d'être tourné sur de l'animation pour adultes en général. Ils font pas de trucs très... family friendly, enfin pas dans le sens que c'est pour adultes, mais je les vois quand même plus sur le créneau d'une animation tout public, voire vraiment. Et peut-être parce qu'on n'est pas parents aussi, donc on ne surveille pas ce qui se fait. Ah, t'es pas parent? Non, pas encore. J'ai deux chats, mais ils regardent pas la télé parce qu'ils sont cons. Ils ont pas le droit. Ils sont privés. Ils sont stupides, des chats surtout. Franchement, je pense qu'ils sont beaucoup plus futés que le tien, J'en Polo, mon pote. Ça va pas être J'en ai vu des chats débiles, mais alors celui-là, franchement, je sais pas si tu l'as bercé trop près du mur, mais c'est pas le mien. Oui, il est pas à moi. Tu l'as pas élevé en plus. Non, bah non, clairement pas. Donc, cool. Donc, j'y suis pour rien. Après, on est quand même plus chaud pour Caped Crusader, évidemment. Ah, moi, je suis vachement chaud pour celui aussi, hein. Ok. Bon, on fera un podcast. Ouais, tout à fait. C'est comme quand Star-Lord dit mais je voulais pas freaked out. Comment? Comme ça. Si vous avez vu Les Gardiens, vous savez à quoi on fait référence. Quand on va justement en parlant des Gardiens, on va passer à la partie cinéma. Une bonne nouvelle, pas une bonne nouvelle, une nouvelle terrible pour une bonne actrice, c'est Juno Temple qui rejoint le casting de Venom 3. Ouais, alors je sais pas pourquoi t'as voulu, tu m'as dit on est crème, mais ça t'as voulu mettre dans le programme. Mais parce que pour dire du mal de Venom 3, c'est ça? Alors non, pas du tout, c'est parce qu'en fait, non, c'est pour dire du bien de Juno Temple, parce que c'est une actrice que j'adore. Ah. Qui est vraiment, elle avait fait des rôles dans du film de genre, vraiment. Hounds d'Alexandre Aja. Oui, et Killer Joe aussi avec Matthew McConaughey qui était complètement taré. Ouais, super actrice britannique. Mais qui a changé de ouf en fait. Je me suis aperçu que ça faisait longtemps que je l'avais pas vue ni au cinéma ni en télé parce que elle est dans Ted Lasso, voilà, et je l'ai pas reconnue quoi. Je sais pas si elle a fait de la chirurgie ou si elle a juste maigri ou je sais pas, mais elle est plutôt jeune maintenant, enfin, je veux dire. Oui, non, mais moi j'en gardais un souvenir de, effectivement, mais c'est vrai que Killer Joe c'était 2013, je crois, 2011 le film, je sais plus, un truc comme ça. Oui,
oui, tout à fait. Donc effectivement, les gens en 10 ans peuvent changer, mais voilà. Et du coup, je suis un peu triste parce que comme Michelle Williams avant elle, comme tous les super acteurs qui sont venus dans la franchise Venom, bah justement, c'est des super acteurs qui vont dans une franchise qui a quand même prouvé maintenant par 2 fois qu'elle ne savait pas, que c'était de la merde, quoi. Donc ils s'en foutent. oui, ils font pour l'argent. Bah oui, ils font pour l'argent. Non, mais il faut que les gens gagnent leur vie aussi. Je suis d'accord. Je ne vais pas lutter contre ça. Tous les acteurs et toutes les actrices, qu'ils soient de Hollywood ou de la banlieue des banlieues pauvres de Londres, pardon, n'ont pas grandi avec des bandes dessinées de super-héros, ne prennent pas ça au sérieux. Pour eux, c'est du cinéma pour enfants, et quelque part, Venom a l'avantage. Enfin, pour enfants de 40 ans, quoi. Ouais, bah, bref. Venom a l'avantage de jouer carte sur table sur son côté. Oui, c'est débile. C'est le 2, tu peux pas le prendre au premier degré. C'est impossible. Vraiment, faut vraiment avoir des... C'est un peu le professeur Folding des films de super-héros. Mais en fait, ce qui est bizarre, c'est que... le flubber des films de super-héros. Et ça, je crois qu'il y avait une comparaison qui avait été faite vraiment pour le premier. Même on l'avait faite, nous, cette comparaison. Mais même The Mask, hein, je veux dire, voilà. Même The Mask, c'était raté, sympa. tu vois. Ouais. Mais c'était un comics qui était au départ beaucoup plus violent et sérieux, sérieusement violent. Je sais pas si on aurait crisé si on avait vécu la sortie de The Mask à l'époque. Bah, je pense pas, parce que moi, tu vois, par exemple, pour revenir sur Les Gardiens, Adam Warlock, ils l'ont transformé en un héros comique dans Les Gardiens, et ça me va, parce que je trouve ça bien fait, tu vois, je trouve ça marrant. Venom, pour moi, c'est pas marrant. Mais ça se veut marrant. Alors, quelque part, voilà, le film a l'avantage de pas promettre aux vedettes qui vont aller dedans qu'ils seront obligés de mentir en interview en disant ouais, c'était un rêve de gosse de faire ce personnage-là, je suis un super fan, et la mythologie moderne, c'est les super-héros, et c'est un peu l'équivalent des héros grecs dans le présent, comme à chaque fois qu'ils savent pas quoi dire en interview d'ailleurs. Juno Temple, c'est une actrice qui est habituée aussi à la comédie. Je veux dire, Ted Lasso, c'est une série humoristique, elle est très douée dedans. Peut-être que... Mais elle est un peu nulle, cette série, non? C'est pas un peu la pire série, c'est la pire série du moment, je crois. C'est l'une des meilleures séries du moment. Ouais, la série la plus détestée. C'est vrai que tu es Arnaud Cookie, tu viens de Terre 2. C'est pour ça. La série s'appelle Led Tasso là-bas, et c'est un coach de basketball. Donc voilà, tout ça pour dire que voilà, moi si... Mais encore une fois, hein, c'est depuis le début, l'équation, ils la trouvent pas. Peut-être que là, ils vont la trouver, mais l'équation, en fait, de faire un truc qui soit assumé dans le côté débile et marrant, une sorte de scary movie du cinéma de super-héros, ce qui a, je pense, est un peu l'objectif caché, tu vois, de Tom Hardy quand il bondit dans son aquarium à homard. Ça, tu peux pas prendre ça. Enfin, quand t'es un acteur comme Tom Hardy qui a tourné avec Refn, qui a tourné avec Nolan, qui a tourné avec tous ces mecs très talentueux, tu peux pas prendre ça autrement que comme un truc de clown, quoi. Alors, un numéro de clown, des fois c'est bien, des fois c'est pas bien. Là, c'est pas bien. Mais effectivement, Juno Temple, elle se dit, bah écoute, je vais pas mettre ma carrière en danger parce que personne n'a d'attente sur ce film-là, à part qu'il soit débile. Et même quand il est débile raté, les gens ont l'air contents. Parce que quand même, Venom 2, ça a fait de l'argent. On se rappelle, ça a même fait plus d'argent que les films de super-héros de Marvel qui sont sortis la même année. Et sans la Chine, d'ailleurs. Donc voilà, moi, ça m'étonne pas plus que ça. Ça veut pas dire que le film sera bien. Ça veut juste dire qu'elle aura un chèque. Et moi, si Juno Temple veut prendre de l'argent, bah, je suis favorable à ce qu'elle prenne de l'argent. Parce que j'aime bien Juno Temple. Très bien. Écoute. Oui. On continue. Du côté du cinéma, qu'est-ce qu'on a d'autre à aborder? Le trailer de Transformers Rise of the Beasts. Non, je l'ai même pas mis, tu vois. Ouais, non, tout le monde a écrémé. Il est taclé au sol. Ouais, bah ouais. C'est incroyable. Avec tu sais, les gens qui se sont fait, oh, regardez le plan séquence, ouais, machin. C'est vachement plus lisible que Michael Bay. Bah oui, c'est normal, c'est gris, c'est moche, il y a aucun risque de prix, il y a aucune particule. Enfin, c'est... Oui, mais surtout que c'est que du numérique, alors que Bay avait au moins l'avantage de mélanger pyrotechnie et... Mais bref, Blade qui recrute le créateur de True Detective à l'écriture. Est-ce que c'est enfin un bon signal pour le film qui patauge, mine de rien, depuis quelques années dans un developmental assez conséquent? Tu vas loin. Bon, pas vraiment. Regarde, je me lève. Tu bouges pas, en fait. Je vais à l'autre bout du canapé. Vas-y. Oh, là, tu vas moins loin, là. Et voilà, tu vois, je suis pas allé si loin, finalement. 30 cm, 40 cm. C'est pas terrible. Non, mais je veux dire, tu vas un peu loin. Pour moi, c'était un bon signal, justement, que le film patauge. Ça veut dire que, pour rappel, pour celles et ceux qui n'auraient pas suivi, le script avait été mis en chantier par l'un des showrunners, je crois, de Moon Knight, et un réalisateur, alors que c'était Bassam Tariq, c'était le premier ou c'était le deuxième, lui, je ne sais plus. Mais un réalisateur qui avait quand même assez peu d'expérience. Et finalement, ce qui se dit des différents reports spécialisés, c'est que, mécontent du projet, Mahershala Ali a imposé à Kevin Feige qu'on change l'équipe créative pour repartir à zéro. Et chose rare, Kevin Feige a dit oui. Il a accepté de mettre le film en pause et de laisser un petit peu à une nouvelle version le temps de se monter pour que Mahershala Ali, quand même la vedette, qui est pas n'importe qui, hein, quand même, à Hollywood, accepte finalement de participer au film. Donc, pour moi, justement, c'est plutôt une bonne nouvelle parce qu'on a peu, tu vois, là, on parlera bientôt des Gardiens dans First Print. On a peu de projets qui ont un capitaine comme ça. Tu vois, quelque part, Peyton Reed, quand il fait Ant-Man 3, c'est vraiment un film sans tête. Il y a pas de vision. Je pense qu'il s'est battu pour rien, tu vois, pour imposer aucune idée.
à part peut-être Kang le Conquérant, MODOK, pardon, et si c'est battu pour ça, bah faut changer de métier ou de vie ou d'identité, faut partir au Mexique. Mais à part ça, tu vois, genre les films qui arrivent bientôt, pour la plupart c'est des films de faiseurs. Et il y a plus en fait ce côté un peu la Rosta impose ses trucs, ramène ses potes, comme c'était le cas à l'époque de Downey Jr. sur Iron Man 3. Hein. À l'époque, Downey Jr. il avait dit bah ouais ok je te fais le 3e, mais tu me laisses faire venir Shane Black. On l'écrit à la Shane Black avec les potes de Shane Black et on fait un film de Noël années 90 comme moi j'aime bien, comme on avait fait à l'époque de Kiss Kiss Bang Bang, etc. Donc à mon sens c'était plutôt des bons signaux et le fait que voilà effectivement Mahershala Ali fasse venir Nick Pizzolatto, c'est cool aussi parce que bah c'est son pote. Donc on est vraiment dans le schéma Downey Jr. Shane Black, dans le sens où Pizzolatto, donc c'est le créateur évidemment de la série True Detective, qui était connu à l'époque de la saison 1 pour avoir un peu excité tous les cinéphiles un peu hipsters de Twitter à ce moment-là. Je vais encore me faire beaucoup d'amis en disant ça, mais qui était une bonne série, hein, évidemment. Je sais pas pourquoi elle a eu autant de bonne presse à l'époque. C'est une bonne série avec, c'était une bonne saison avec Aide-moi Arnaud. Aide-moi Matthew McConaughey et le chauve qui joue bizarrement. Woody Harrelson. Woody Harrelson. Et la rouquine aussi, Daddario. C'est son petit elle est pas rose du tout, elle est brune. Mais dans le film, dans la série, elle était rouge, elle était rose. Non, pas du tout. Ah non, tu rigoles ou quoi? Attends. On va vérifier. Mais pas du tout, elle est pas du tout rose. Peut-être pas, alors. Peut-être pas. On va voir, on va vérifier. Mais donc, effectivement, après, il a fait la saison 2 avec Vince Vaughn et un autre mec. Colin Farrell, putain, t'es trop fort. Et enfin, il a fait la saison 3 avec, donc, ça, j'avais pas, par contre. Mahershala Ali, non plus, j'ai pas regardé. Donc voilà, c'est quand même un mec qui visiblement a déjà travaillé avec Mahershala Ali. Le fait qu'il se ramène n'est pas une coïncidence, ça veut dire que c'est Mahershala Ali qui l'a fait venir. Il était déjà aux commandes depuis quelques semaines, mais ça a été rendu public. Bon, elle est plutôt blonde en tout cas, elle est pas cheveux bruns dans c'est du châtain clair, ça. Oui, c'est du blond vénitien, on appelle ça. Donc, non, blond vénitien, c'est roux. Tu m'emmerdes. Donc, c'est toi qui as voulu me lancer là-dessus. Elle était brune, elle était pas brune dans la série. J'avais raison sur ce point. Donc. Ah, malade. Elle est beaucoup plus brune que rose pour le coup, mais vas-y, continue. Donc, voilà. Donne ton avis, Arnaud. Bon, j'ai pas d'avis, moi, je connais pas True Detective, j'ai adoré la saison 1, j'ai pas regardé la 2, il faut que je prenne la 3, parce qu'on m'a dit la 2, faut pas la regarder, elle est nulle, et la 3, mais le fait que Mahershala Ali prenne les commandes du projet. Bah quand même, oui, il avait l'air d'être vénère quand même. Et puis c'est quand même le projet justement qui prend 8 à 10 mois de retard, justement parce qu'apparemment les gars qui ont écrit le script étaient pas foutus de lui écrire un script correct. Après, je sais pas dans quelle direction ils vont, parce qu'a priori c'est que Deadpool 3 qui doit être rated R et pas forcément Blade. C'est toujours pareil, c'est qu'est-ce que tu veux faire d'un personnage comme Blade dans le MCU tel qu'il est aujourd'hui. Bah, ceci dit, Doctor Strange 2, il y avait un peu de violence quand même. Oui, et d'ailleurs, pour avoir revu, alors on enregistre ce podcast une deuxième fois, les Gardiens de la Galaxie, je le trouve aussi, le volume 3, je le trouve aussi assez violent, en fait, par rapport à, enfin, je le trouve pas adapté du tout à un public de gamins de 8 ans, par exemple. Non, oui, non. Bah, il y a des scènes avec les bestioles ou non. Ouais, c'est ça, c'est plutôt, enfin, et c'était cool, tu vois, je me dis, c'est un vrai PG-13 dans le sens que, ouais, les moins de 13 ans, en fait. Ouais. Voilà. Mais le PG-13, au départ, tu peux montrer du sang, hein. C'était pour ça que ça a été créé au départ. Ouais, non, mais c'est ça, non, mais dans le sens parce que parfois, mais c'est pas pareil non plus qu'une interdiction moins 12, parce que ça, c'est déjà du R, en général aux États-Unis, quoi. Mais bon, c'était juste ma réflexion de me dire quand même que c'était cool d'avoir quelque chose qui était un peu brutal quand même. Mais après, là, c'est la fin. Mais, Blade, pour moi, c'est un autre niveau. Pour moi, Blade, c'est le Blade 2 de Guillermo del Toro, tu vois. Oui, je suis d'accord. Moi, je veux ça, je veux des viseurs, quoi. Je veux de la pluie de sang, je veux c'est Blade, bordel. Mais oui, mais je sais bien, mais c'est Marvel, bordel. Tu vois, donc. Mais Marvel, Disney, quand justement, je me suis tapé les Marvel Zombies l'autre jour et de dire, attendons de voir. Il y a 10 ans et quelques, ils étaient capables de faire des comics ultra goraces. Et ils en ont refait d'ailleurs des Marvel Zombies, donc ils ont pas peur non plus de faire des trucs un peu brutaux. Attendons de voir. Encore une fois, il y a une petite montée entre Doctor Strange 2, Guardians, peut-être Daredevil aussi. Peut-être qu'ils vont commencer à lâcher un peu la bride, en tout cas. Mais ils auront pas le choix de toute façon si les sourds rentrent pas. Hein. Là, c'est la fin de la pré-prod pour Blade dans la mesure où le tournage va se lancer. Et Pizzolatto est vraiment là, a priori, juste pour faire du script doctoring, booster un peu quelques scènes, voilà, faire des finitions. Mais le script, il est fait. On va entrer en tournage. Peut-être que la grève des scénaristes va par contre poser problème. Mais... Bah justement, on en parle un peu de cette grève. C'est quoi cette grève des scénaristes? C'est quoi cette grève? C'est quoi ça alors? Pourquoi ils se mettent en grève? Je veux dire, eux, ils ont pas la retraite en 64 ans. Voilà, c'est ça exactement. C'est pour protester contre Gérald Darmanin. Mais ça, tout le monde devrait être en grève pour protester contre Gérald Darmanin. Ça, je suis assez d'accord. Toute la Terre. On s'arrête une journée pour dire barre-toi. Alors la grève des scénaristes, pour résumer, c'est très touffu, comme c'est très épais. Il y a 3 facteurs comme principaux. ma chevelure, tu veux dire? Déjà, pour commencer, ce qu'il faut savoir, c'est que les showrunners de séries télévisées sont pas
contrairement à ce que beaucoup de gens pensent, les producteurs attitrés qui ont en charge les budgets, les embauches et compagnie. Ils ont en charge les embauches. C'est à eux de composer leur writers room. Non, elle est éclatée ta vanne. Ils sont en charge de créer les embauches, donc de recruter les scénaristes. Par contre, c'est les diffuseurs, donc les gros prods, qui mettent les budgets en place. Et ce qui s'est vu depuis quelques années, un peu avant la crise Covid, mais en partie parce que il y avait déjà une négociation entre 2019 et 2020 avec la WGA, donc la Writers Guild of America, la guilde des scénaristes américains. Sachant qu'il y en a deux techniquement, t'as la West et la Oui, East. tout à fait, qui font bannière commune, voilà, c'est l'intersyndical. Qui on avait décidé justement de mettre en place des règles pendant la période Covid, compte tenu effectivement de la difficulté à opérer en bonne intelligence, et voilà, c'est là aussi qu'avaient été créés les protocoles sanitaires, etc., etc. Donc là actuellement, en fait, ce mandat-là de 3 ans, il a été, il s'arrête, et donc il y avait de nouvelles négociations qui devaient arriver, comme on fait généralement avec les syndicats. C'est-à-dire qu'on met en place une feuille de route. Et dans la feuille de route qui avait été proposée par la WGA, c'était maintenant on va imposer un minimum de scénaristes engagés sur les writers' rooms, donc les salles d'écriture, un minimum de temps de travail, un minimum de temps de travail nécessaire pour créer une série, et un minimum de paye. Parce qu'en fait, pendant quelques années, surtout de droits d'auteur aussi. En fait. Alors ouais, mais ça rentre dans la paye. Pendant quelques années, en fait, il y a eu beaucoup de séries qui sont apparues et beaucoup qui ont été annulées au bout d'une saison. Du coup, ça fait pas beaucoup d'assurance travail, on va dire, sur le long terme. Beaucoup de séries ont augmenté et les plateformes, pour faire des économies, ont demandé à ce que les writers' rooms soient réduites, qu'il y ait de moins en moins de personnel, et que les petites mains soient vraiment sorties de l'équation sans possibilité d'évoluer. À côté de ça, vu que les séries quand même demandaient du temps, et c'est un truc qui est commun à Hollywood, un peu comme dans la presse ou comme dans l'édition, des métiers un peu passion comme ça dans la culture, tout le monde est sous-staffé. Tu vois, tout le monde travaille trop et pour pas assez. Sauf que ça a augmenté de plus en plus à mesure que le streaming a pris en part de valeur. Les diffuseurs ont gardé beaucoup d'argent pour eux sans le faire ruisseler vers les équipes créatives. Donc ça veut dire en général que par exemple, tu aurais 8 semaines pour écrire une saison de 10 à 12 épisodes de 1 heure. Et en fait, au bout de 6 semaines, le diffuseur arrête de payer les writers' rooms, sachant que déjà de base, il avait imposé un budget pour que la writers' room soit réduite au plus strict minimum, au plus simple appareil, pour qu'il y ait de moins en moins de scénaristes, au point que les scénaristes parlent de mini-rooms. Donc pour résumer ça très schématiquement, les diffuseurs refusent d'augmenter la masse salariale, refusent d'augmenter la quantité de salariés, et refusent d'augmenter le temps de travail sur lequel les salariés seront payés. Ce qui fait qu'à la fin, en fait, les gros showrunners, et c'est un peu eux qu'on menait la fronde pour la partie série télé, devaient se retrouver à finir eux-mêmes tout seuls les séries, sans équipe, ou alors avec des équipes qui n'étaient pas payées, parce qu'en fait, sinon, ils étaient pas dans les temps pour le début de production concret, c'est-à-dire les prises de vue, le tournage. Donc ça, c'est déjà un truc assez important. Effectivement, les royalties aussi, ils ont demandé un changement d'évolution des règles. Parce que justement, le problème, c'est que en fait, ils reçoivent pas de royalties sur les produits streaming, alors que les plateformes de streaming elles-mêmes se font de la concurrence de concours de grosses bites en disant ouais, c'est notre série la plus streamée en 24 heures, en 2 semaines. Mais aussi les longs métrages, parce qu'on a vu quand même, particulièrement à l'initiative de Disney, mais aussi de Prime Video, que de plus en plus de projets qui étaient, on va dire, risqués du point de vue des plateformes, des studios de cinéma du réseau d'exploit traditionnel basculés en streaming. Et on le voit. Ce qui en plus, à mon avis, est complètement faussé, dans le sens que tu as plusieurs d'exemples récents qui ont montré qu'en fait, des films destinés en premier lieu à une plateforme fonctionnaient très bien au cinéma, du moment, en fait, juste qu'ils étaient bien foutus. Evil Dead Rise notamment, j'en reviens pas quand j'ai découvert après qu'en fait, il avait été prévu pour Max à la base, quoi. C'est un non-sens total vu moi je l'ai bien aimé, mais même vu la qualité de prod. Ouais. Tu te dis, mais les mecs sont fous, quoi. Même Zaslav, il en a parlé récemment, le président de Warner Bros. Discovery, il a dit, quand on prévoit un film en VOD, exclusivement VOD, il fonctionne moins bien qu'un film qui est sorti au cinéma et qui après se retrouve en VOD. Oui, c'est sûr. Et en fait, on en avait déjà parlé 10 fois, hein. Rappelle-toi à l'époque où tu me laissais faire mes monologues un peu de gauchiste ou trajet cinéphile sur le fait que passer au tout streaming c'était un non-sens. Bah oui, il se trouve qu'effectivement. Mais ça, j'ai toujours été d'accord avec toi. Hein. Mais c'est la raison que moi j'avais pas invoquée à l'époque, parce que j'en avais pas conscience, c'est qu'effectivement, c'est comme pour le fait de basculer tout en effets spéciaux plutôt que de passer par des salariés qui construisent des décors, etc. Parce que les mecs de l'infographie, des mecs qui créent les décors virtuels ne sont pas syndiqués. Passer au tout streaming, c'est aussi ne pas avoir à faire aux mêmes règles du point de vue des syndicats et des royalties. C'est-à-dire que maintenant, en fait, un film qui balance un streaming n'a pas du tout les mêmes conditions de rémunération, les mêmes avantages qu'un film qui serait sorti dans les salles de cinéma. C'est toujours en fait le problème des choses, j'ai envie de dire, qui apparaissent et sur lesquelles en fait tu peux pas avoir de législation aussi rapidement que l'apparition en fait des dits supports ou des dits technologies. Ce qui fait aussi qu'on va en venir au sujet d'après par rapport à cette grève. Mais voilà et c'est pour ça qu'en fait, effectivement, que ceux qui peuvent se faire de l'argent essaient d'en profiter avant que que ce soit légiféré. Et là, faut quand même se rendre compte que c'est un peu des enfoirés parce que la WGA demande à ce qu'un film qui a 12 millions de budget soit considéré comme un film qui pourrait sortir au cinéma ou en streaming et que du coup il n'y a pas
de différence et que donc les films de streaming au-dessus de 12 millions soient considérés comme des films de cinéma et que donc il y a les mêmes règles qui s'appliquent. Et les studios ils disent non, 40 millions. Alors, c'est quand même un différentiel qui est du simple au triple, quoi. Je veux dire, c'est pas rien du tout. Oui, carrément. Et en plus, enfin, je veux dire, ce serait très facile pour eux de juste dire, dans ce cas-là, on met 39 millions de 9 pour pas que la règle s'applique, ou voire même, en fait, de dire, ce film-là, il a coûté effectivement cette somme-là, donc on va le basculer plutôt dans les salles, parce qu'au final, on va se faire entuber pareil, tu vois. Enfin, c'est un truc qui est touffu, c'est de la nomenclature salariale, hein, c'est des négociations entre patrons et syndicats, donc évidemment, c'est pas ce qu'il y a de plus sexy, c'est pas ce qu'il y a de plus, en plus, attractif pour vous autres auditeurs et auditrices qui êtes venus entendre parler de la vie de Superman en ce moment. Mais moi, je pense que ça aura un impact tôt ou tard sur pas mal d'adaptations de comics en projet ou à venir. Ça en a déjà, en un sens, parce que Jeff Snyder, qui dit pas que des conneries, a dit que James Gunn lui-même, scénariste et membre de la de la WGA WWE, et en fait a rendu le script juste avant pour être sûr de pas voilà. Mais quand bien même, c'est lui, il forcera personne de ses équipes à travailler. Ouais. C'est un scénariste au départ, c'est un réalisateur au départ, c'est pas un mec qui a été producteur toute sa vie. Donc je le vois très mal obliger les équipes à s'y mettre. Après, comme on l'avait dit dans l'article, pour DC ça n'a pas forcément d'incidence dans le sens où les premiers projets qui vont arrivent dans longtemps. Et Gunn il bosse vite et il rend souvent les films under budget. Donc a priori pas d'inquiétude de ce point de vue-là. Pour Marvel, c'est sûr que ça va avoir un impact parce que soit Disney prend la décision d'aller au marche ou crève, c'est-à-dire si un scénariste fait la grève dehors, ce qui me paraît très bizarre parce qu'ils ont déjà des gros problèmes d'image que Bobby Iger essaie de corriger actuellement. D'ailleurs, c'est trop marrant de voir les Gardiens de la Galaxie commencer au générique par exécutif producteur Victoria Alonso. Voilà, on n'a pas beaucoup parlé dans le podcast, mais il y a encore des scandales modernes chez Disney, et il y a encore des chèques qui sont là pour faire taire quelques gueules de mecs qu'ils ont arnaqués, ou de meufs qu'ils ont arnaqués en l'occurrence. Mais donc voilà, il faut voir quel effet ça a concrètement sur les super-héros, mais surtout le vrai sujet. Et sur les adaptations de comics en général. Hein. Tout à fait. Même tu vois, Witches par exemple, la Writers Room c'est très récemment. Tu vois, enfin. Le vrai sujet tu vois, je te dis que ça nous concerne quand même. Mais je t'avais pas dit le contraire. Je t'avais juste dit que je préférais qu'on attende que ça ait des incidences concrètes. Oui et non, parce que là, ça permet de faire un premier point et de dire, après, on suit le sujet depuis le début parce que on savait. Je te dis, c'est de la prescience. Voilà. T'es trop fort. Mais donc, le vrai sujet, évidemment, c'est un truc dont on vous parle aussi. On parle de beaucoup de choses quand même, hein. Les IA. Puisque ça ne vous a pas échappé, les IA génératives existent et elles créent de la fiction. T'as un magazine de science-fiction très, très populaire qui a commencé à refuser les demandes de nouvelles, enfin les propositions de nouvelles originales, donc de récits de science-fiction, parce qu'ils se sont aperçus que beaucoup d'entre elles étaient écrites par ChatGPT. Le site AO3 qui répertorie aussi les fanfictions, j'ai maintenant a créé une catégorie, enfin une sorte de label. Ceci a été créé par ChatGPT pour alerter ces participants et participantes que il y avait maintenant de plus en plus d'histoires qui étaient générées. En plus, c'est quoi l'intérêt enfin, je comprends même pas l'intérêt, parce que notamment dans la fanfiction où a priori tu fais ça par plaisir parce que t'es fan et qu'il y a pas, je crois, de rémunération dans ces milieux, ou peut-être sauf si tu perces un truc, mais c'est à part juste de la flemme totale. Qu'est-ce qui te pousse à vouloir juste dire tiens, je vais proposer un truc que j'ai pas fait? Je sais, enfin, ça. Qu'est-ce qui pousse les gens à faire des faux featuring entre Drake et je sais plus quel rappeur. Enfin, tu vois, je comprends l'intérêt de générer sa propre réalité et tout, mais là en l'occurrence après quand tu le fais juste pour délirer, mais même pour délirer, il y a un moment ça me dépasse. Pour délirer, c'est dangereux, enfin je veux dire parce que quand les mecs ils font j'ai imaginé genre Alien en comédie musicale, je comprends que les images peuvent être rigolotes, de voir un xénomorphe en train de danser avec Ellen Ripley, mais pareil, faut que les gens se canalisent et que ça soit légiféré. Apparemment, l'Europe se pose sérieusement la question. Tu sais, ils reçoivent les géants, les GAFA. Proposition de projet qui était d'interdire les IA pendant les périodes d'élection, par exemple. Mais précisément en Europe, le problème c'est que les images communiquent et qu'il suffit que en fait t'aies une IP qui soit déclarée aux États-Unis. Tu peux faire un montage où Macron mange un bébé qui sera photoréaliste et où, mais ça ce sera une vraie image. Oui, ça serait une vraie image, c'est vrai. Ouais. Il mange forcément des bébés. Mais en tout cas, voilà, au-delà même des questions éthiques qui ont l'air d'être c'est le seul truc qui intéresse les éditorialistes qui parlent de ce sujet-là parce que ils ne pensent pas être concernés par ces problèmes. Actuellement, les IA donc peuvent générer du scénario ou en tout cas du pitch ou du script, des idées originales, voire des dialogues. Et enfin, sachant que certains éditorialistes, à mon avis, tu peux les remplacer par des IA tellement c'est des discours téléphoniques qui sortent. Même le truc de condamner les violences, je pense que tu crées une IA qui est juste là pour dire est-ce que tu condamnes les violences, est-ce que tu condamnes les violences. C'est clair. Mais parlons pas politique, ce qu'il faut dire du coup, c'est qu'effectivement, c'est la première fois qu'un corps de métier se sent menacé par les IA génératives. Mais ils ont bien raison. De type chatbot et décide d'aller voir le patronat qui pourrait
se passer d'eux et les remplacer et les automatiser pour exiger que ça ne soit pas le cas, pour exiger qu'il y ait des garanties par rapport à ce truc-là. Et très honnêtement, ça devrait tous nous alerter, qu'on soit fan de production hollywoodienne ou pas, parce que à l'heure actuelle, dans les dizaines, voire les centaines de corps de métier qui sont menacés, le nôtre, le tien, le mien, les traducteurs, les traductrices, les mathématiciens, les profs même, je veux dire, voilà, les gens qui tiennent des sites web, les infographistes, les graphistes, les programmeurs, etc., 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 etc. Même les coachs de vie, parce que maintenant tu demandes à ChatGPT, fais-moi une formule régime minceur et bien-être, et te le fait en claquement de doigts, tu vois. Enfin, je veux dire, ça existe, c'est une réalité. Même les créateurs de logiciels, voilà. Enfin, bref. Je parle de jeux vidéo, les character designers, les mecs qui créent des costumes, bref, voilà. Les photojournalistes, je pourrais faire une liste très longue, mais c'est la première fois qu'un corps de métier s'organise pour dire il y a danger de la concurrence robot-humain. En fait, c'est pas tant, en fait, c'est pas tant l'IA en elle-même qui a un danger, c'est l'utilisation fallacieuse et paresseuse de certaines personnes la mécanisation du travail intellectuel. C'est ça, c'est un peu, mais en même temps, c'est stupide parce que de toute façon, il y a aussi un truc qui va se passer, je pense, c'est que de toute façon, enfin, un des trucs qui peut régler beaucoup de solutions aussi, c'est de dire, les travaux générés par IA ne sont pas copyrightables, ne sont pas. Si les lobbies veulent pousser pour ça, ils le feront. Ouais, mais justement, t'as déjà eu des soucis parce que dans le comics, il y a déjà des gens qui ont voulu faire un comic sur Kickstarter. Ça a déjà été passé devant la loi. Ils avaient dit en fait, ce comic book, de toute façon, il y aura pas de droit d'auteur, ce qui ne sera pas protégé. Donc, mais à plusieurs reprises même. Hein. Ouais, et en l'occurrence, après, Kickstarter avait simplement décidé de supprimer la campagne parce qu'ils voulaient plus financer ça, enfin permettre le financement de ça. Et en même temps, c'est ce que je me dis, que ça reste une solution vraiment intéressante, c'est de dire non, mais vous créez vos trucs par IA, par contre tout le monde pourra se servir dedans, comme ça vous ne toucherez rien parce que de toute façon vous ne l'avez pas créé, une machine l'a créé pour vous, et la plupart du temps en allant piller de toute façon, enfin en puisant dans des ressources de personnes réelles qui ont créé des choses sans forcément leur demander l'accord en fait qu'ils puissent réutiliser cette image. Donc à partir du moment où, de toute façon, où tu décides d'utiliser un outil qui se passe de l'accord des ayants droit pour créer ton propre truc, bah on se passera aussi de ton accord en fait pour aller on va pas te payer non plus, tu vois ce que je veux dire. Et en vrai, limite, c'est ça qui est triste et très préoccupant. Mais à la base, faudrait juste pas avoir l'idée de faire ça. Particulièrement en ce moment, c'est que là, on commence à avoir de l'IA vidéo, par exemple. Et alors, elle est primaire actuellement, mais rappelez-vous, l'année dernière, déjà, les rendus de Mini Dali, c'était primaire et on se disait, ah, c'est rigolo, je peux dessiner le xénomorphe dans une cour de justice comme si ça avait été griffonné par un des mecs qui prennent les procès en images. Et l'année suivante, on a Macron qui court au milieu des poubelles et on se dit putain, il faut vraiment que je compte les doigts ou la forme de l'oreille pour savoir si c'est vrai ou faux. Et l'année prochaine, ce sera encore pire. Donc là, l'IA vidéo, elle arrive. Tu pourras très bien t'imaginer, je sais pas, tu rentres une commande, fais-moi un film de super-héros avec Arnaud Kikou qui devient Catman, un homme qui a les pouvoirs de chat, il se transforme en chat avec des oreilles toutes mignonnes et qui va défendre la veuve et l'orphelin. Et l'IA, elle te génère un film incroyable avec un Kikou et sa voix merveilleuse. Non, mais après, je me dis que la seule chose qui peut, tu sais, qui peut sortir de bon, c'est qu'on va pouvoir générer Snyderverse par IA. Ils auront leur truc, ils seront contents. C'est peut-être une possibilité. Et on arrêtera d'embêter mais les Snyder, gens. d'ailleurs, qui s'est exprimé sur le sujet et qui a dit des trucs beaucoup plus intéressants que ce qu'avait dit Joe Russo, qui avait dit, ouais, ça va arriver, on s'en fout, tu vois. Alors que Snyder, il a dit, bah non, mais ce qui compte, c'est la perspective de l'artiste, c'est le regard que l'humain pose sur le monde. Et probablement que les IA pourront dupliquer pendant un temps ce qui a déjà été fait, parce qu'elles font que ça, elles font que de la duplication. Mais à un moment donné, quand on sera dans 30 ans et qu'il y aura plus d'artistes, elles feront que ça les s'auto-alimenter entre elles. Et donc, en fait, il y a ce que fait déjà une partie de la pop culture, en plus, donc, ouais, mais c'est différent. De se regarder dans le nombril et de parodier presque. C'est pas la même chose. On a encore des concepts originaux qui arrivent. L'artiste continue à réagir à la société. Et je veux dire, voilà, le cinéma encore particulièrement est encore très mouvant, très... Tu as un film comme Boys Afraid, par exemple, je pense pas qu'une IA pourrait s'arrêter 5 minutes et dire voilà ce que je pourrais faire avec un script pareil, tu vois. De la même façon, tu vois, genre je suis désolé, mais un Guardian, s'il y a une lecture d'auteur, tu vois, c'est pas juste un digéré de plein de trucs. Il y a du digéré, du Star Wars et tout, mais c'est pas juste un aggloméré. Tu vois, il y a un mec qui a eu un point de vue. Et le point de vue, à un moment donné, c'est ce qui devrait dicter l'art. Et actuellement, on est face à des trous du cul qui ne se posent absolument pas ces questions. Il y a des vrais crevards, en fait, comme à chaque fois qu'il y a une nouvelle technologie, des mecs qui se disent, je vais faire une BD avec une IA. Et du coup, ils rentrent des commandes dans Midjourney, ils font leur BD, etc. Et on peut se dire, ouais, mais quelque part, c'est un peu élitiste que seuls les artistes qui ont appris la technique et qui doivent passer 15 ans à savoir reproduire des formes et créer des décors, etc., puissent faire de la BD. Je suis totalement d'accord avec ça, il n'y a pas de souci. Maintenant, il faut penser à la conséquence utilitariste pour le bien commun, c'est-à-dire qu'en grosso modo, on va détruire des corps de métier. On va détruire des corps de métier qui sont précieux, parce qu'on a besoin aussi des artistes pour créer des images auxquelles on n'aura pas pensé nous. Parce que si on remet tout ça dans les mains d'un ordinateur,
va se poser la question de qui contrôle l'ordinateur, qui dit à l'ordinateur quoi faire, et quoi penser, et comment orienter je veux dire que l'internet chinois est justement une source très intéressante de qu'est-ce qui se passe quand un organe qui a pignon sur rue, qui a j'y pense aussi. Voilà, qui a un regard sur ce qui est fait, peut contrôler le flux de l'information et ce à quoi le public a accès. OpenAI, c'est pas du tout une boîte qui est neutre politiquement. Et renseignez-vous un peu sur les petites mains d'OpenAI qui travaillent justement sur le code et sur comment l'IA doit avaler les informations. Eux-mêmes se syndiquent en ce moment parce que c'est des exploitants en fait, c'est des exploiteurs en fait, tu vois, c'est des gros bâtards. Voilà, oui, les salariés sont exploités, la boîte est exploitrice. Et donc voilà, enfin c'est à mon avis vraiment essentiel, crucial, capital même, que maintenant en fait il y a un mouvement de solidarité envers les scénaristes parce qu'il faut qu'ils aient gain de cause là-dessus, pour que ça fasse jurisprudence sociale entre guillemets sur le fait que si tu vas dire au patron oui tu feras des économies en me remplaçant par un robot, mais du coup tu me mets à la porte et tu détruis mon corps de métier, et donc demain si tous les corps de métier qui sont potentiellement détruits par des IA, qu'est-ce qui nous reste? Les métiers manuels, et c'est tout. Ça va être un vrai cataclysme. Donc et je suis pas juste catastrophiste, c'est vraiment un truc, il y a des modèles qui commencent à être faits sur dans 10 ans, si tout, et puis pareil, genre le rapport à la réalité, encore une fois, enfin internet va devenir une zone de non-droit. Si déjà Twitter sous Elon Musk, ça devient le bordel au niveau des fausses informations, des trucs de harcèlement et tout. Demain, encore une fois, des groupuscules, même des petits groupuscules, genre des antivax, pourront te générer un faux site web où il y aura écrit avec des fausses études scientifiques par des faux professeurs, comme ça existe pour les faux sites de cuisine, on invente des faux chefs de cuisine, des faux chefs cuistots, avec des visuels, on dirait vraiment des recettes qui ont été créées, etc., etc. Et c'est bluffant, enfin, c'est bluffant, c'est terrifiant. C'est-à-dire que la réalité sur Internet est déjà en train de se morceler. C'est ce qu'on appelle de la post-réalité. Exactement. Donc voilà, désolé pour ce très long couplet, mais effectivement, ça concerne le monde des comics, ça nous concerne tous en général. Donc à surveiller, et on vous rapportera si effectivement une série Marvel tombe en retard à cause de ça. Bouhou, désolé Kevin Feige. Non, mais pas que Marvel, toutes les adaptations de comics qui nécessitent une writer's room, a priori seront touchées là-dessus. C'est vrai que ce qu'on n'a pas dit, c'est que la dernière grève de scénaristes, c'était 2008. Ça a eu un impact colossal. Ouais. C'est des centaines de millions de dollars de pertes, des projets annulés, des séries s'abordaient. C'était Heroes saison 2. Ça, oui, mais Heroes saison 2, c'est un peu le stigmate. Ouais, c'était compliqué. Donc, si vous voulez pas qu'on revive des Heroes saison 2, juste payez les putains d'auteurs, quoi. Faites votre boulot. Allez, quand on termine avec la dernière grosse actualité dans cette partie cinéma, c'était la nouvelle bande-annonce de The Flash. Ouais. Avec Let's get nuts. Avec voilà beaucoup de clins d'œil, avec en tout cas pour la version européenne et américaine du trailer, une mise en avant exagérée très certainement du Batman incarné par Michael Keaton. On voit quand même aussi donc toujours cette bataille sur un désert paint avec un fond bleu uni pour le ciel qui laisse entrevoir quelques effets spéciaux quand même particulièrement douloureux. En tout cas, clairement, le film est loin d'être fini. Alors, on enregistre ce podcast, c'est à peu près sûr. Mais forcément aussi, sur un film de 2h30 et quelques, il y aura forcément beaucoup de choses surprenantes. A priori, une bande-annonce qui est intervenue parce qu'il y a eu une première diffusion du film à la CinemaCon et même une projection pour fans en Angleterre. D'une version pas terminée. D'une version pas finie. Qu'est-ce que je voulais dire ? Donc, Warner semble avoir confiance là-dedans. En tout cas, on peut voir la machine de communication, de la façon dont ils veulent communiquer là-dessus, parce que clairement ils comptent sur ce film en 2023 pour être un peu le Top Gun de cette année. Ça se voit parce que le fait, la CinemaCon, c'est pas que des professionnels, enfin c'est des professionnels de l'industrie, mais majoritairement en fait des propriétaires de cinéma. Donc ils ont quand même un intérêt à dire que le film est bien pour que les gens aillent dans les cinémas et fassent tourner l'industrie. Il y a eu ce truc très bizarre il y a quelques mois, dont je sais pas si j'en se souvienne, de la news de Tom Cruise qui dit ouais, j'ai trouvé The Flash tellement bon que j'ai appelé le réalisateur pour dire que je l'ai trouvé trop bon, qui est une non-information totale, mais qui s'inscrit très bien dans cette volonté de dire regardez, c'est le gars qui a fait Top Gun Maverick, enfin qui a été dans Top Gun, le plus gros carton de 2022. Donc on l'utilise un petit peu comme VRP pour faire la promo de The Flash en attente. Après, clairement, le studio a aussi visiblement confiance. James Gunn aussi dit que le film est bon. On s'attend pas à ce qu'ils disent le contraire au vu de ses responsabilités, mais il pourrait très bien juste choisir de ne pas s'exprimer là-dessus. À mon avis, c'est quelqu'un qui a assez d'importance dans le milieu pour pouvoir se le permettre. C'est un président de studio. Ouais, c'est sûr. Mais bon, mais voilà, il y a eu toute cette vague du coup aussi de journalistes spécialisés qui ont dit que c'était vraiment le meilleur film d'essai ever depuis je sais pas quoi, The Dark Knight, je sais pas truc,
T'as eu d'autres voix un peu plus dissidentes, notamment, justement, c'est, je crois, Jeff Snyder, ouais. Jeff Snyder, qui était là en disant, c'est une honte pour la profession, j'ai un peu honte pour mes collègues qui jouent à ce point le jeu de la communication plus que de l'accueil critique. Et c'est vrai que c'est des choses qu'on voit aussi parfois en France, dans une moindre mesure, parce que, après, peut-être qu'il y a juste un manque d'esprit critique parfois, mais j'ai l'impression que c'est généralement un petit peu moins le cas, même si parfois tu vois quand même des avis dithyrambiques sur des productions vraiment pas ouf, quoi, mais. J'ai l'impression que la France se repose moins trailer. sur ce circuit de journalistes ciné qui donnent des avis, etc. Moi qui je vais pas trahir de secret professionnel qui pourrait me mettre en danger aujourd'hui, mais moi qui travaille dans une salle qui fait beaucoup d'avant-première, qui fait beaucoup de projections test et de projections presse, il y a des mécaniques de rinçage. Ça, je peux juste te dire ça. Il y a des mécaniques de on va bien mettre le journaliste ou les votants de telle cérémonie. Donne-moi les contacts. Hein, non. Bien. Mais c'est pas du tout du comics en l'occurrence. Donc mais c'est pas grave. Mais donc en tout cas ça existe. C'est pas de la paranoïa, de la théorie du complot de dire qu'effectivement, puis même je veux dire il y a des mécaniques, c'est très ricain. C'est comme les voyages presse. Voilà, c'est ce que j'allais dire. Il y a des trucs de on te donne ça en échange, mais on t'a forcé à rien et on n'a rien mis sur papier, ou alors même on a accès à une interview, on a accès au décor, on a accès à tel contenu. Ouais, après l'interview, c'est un partenariat où vous prenez de la pub sur notre antenne, tu vois, enfin c'est des accords qui se font de l'oreille de bouche à oreille, quoi. Maintenant, moi, c'est vrai que un peu échaudé par la première vidéo qu'ils avaient faite, celle-ci, je la trouve quand même à bien y réfléchir, en fait, plus et on m'a rien promis pour dire ça, hein, plus rassurante. Ah ouais. Le film a l'air d'avoir un truc à dire. C'est l'interview de Geoff Johns que tu as réalisé, dans lequel moi j'ai vu Flashpoint, tu vois, c'est pas un événement super-héros, sympa, il était bien écrit et tout. T'as apprécié d'avoir cet angle, en fait. Cette thématique du deuil, voilà, qui a l'air d'être quand même le ciment du film, avec les deux Barry sur le côté, effectivement. Le film a l'air bien interrogé. Qu'est-ce que, du coup, t'es prêt à aller? C'est vrai qu'il y a toute une partie sur juste l'histoire de Barry qui a l'air intéressante, mais dès qu'on passe à Supergirl et Batman, ça me sort du truc. Hollywood 2023, post No Way Home, post bordel de pourquoi il y a Zod de nouveau, quoi. Ça par contre, c'est mon gros point noir sur le film. C'est le premier film Flash au cinéma, quand même, en solo. Du coup, il est pas en solo, mais. C'est une duo. Il y a pas de vilain de Flash. On sait pas, justement. Il y a peut-être une surprise. Oui, la surprise qui serait Reverse, mais oui, mais en plus, il y a pas de suite à ce film, possible. On sait pas. Parce que, ne serait-ce que pour le comportement d'Ezra Miller. D'ailleurs, c'est quand même assez amusant. Ah oui, comment ils l'ont les journalistes qui s'en battent les steaks, grave. Je veux dire, là, on est quand même sur un truc qui, pour moi, limite est un poil plus grave que Jonathan Majors, où là, en l'occurrence, les journalistes ont l'air de prendre leurs responsabilités. C'est quand même plusieurs agressions. Oui, mais le fait est que séquestration de mineurs, sans l'accord des parents. Grooming de jeunes adolescents pour adolescentes, tu vois. Ouais, mais la seule différence, c'est que le studio a reconnu et que l'actrice a reconnu aussi les problèmes et a dit, je veux faire, non, mais Jonathan Majors, il est dans la droite lignée des, c'est pas vrai, c'est de la diffamation, un truc. C'est encore un peu récent, mais il le fera aussi, hein. On verra. Parce que si justement The Flash marche, Marvel, ils vont juste se dire, écoute, on met un coup d'ultimatum à Majors, on lui dit, va en thérapie, fais genre. Et je suis pas certain parce que après j'ai plus tous les faits reprochés à Ezra non plus, mais là je suis pas certain que si Jonathan Majors dit un peu à la Katniss, tu vois, dit ouais c'est vrai j'ai tapé cette meuf, je suis pas sûr que ça passe aussi bien mais tu sais comment ça marche, c'est dépression, j'étais off my meds, j'ai eu une enfance mais parce que Majors par contre c'est sorti aussi, tu l'as bien vu qu'il y a des gens qui disaient en fait le mec est un connard depuis c'est vrai, non, t'as raison, tu vois. C'est peut-être pas le meilleur exemple, alors que Ezra on a peut-être plus le cas de vraiment quelqu'un qui a peut-être des problèmes psychologiques et qui a vraiment vrillé parce qu'il n'était pas connu comme étant comme ça il y a encore 2 ans auparavant, tu vois. Il y a vraiment eu une forme de descente aux enfers et je sais pas, je trouve que le storytelling, après ça dépend. Il y avait des espèces d'indices, on va dire, mais qui étaient il y a eu beaucoup de profils sur lui, elle. Mais après au-delà de ça, c'est pas pour comparer deux agresseurs pour une agresseuse entre eux elle, mais c'est plus pour dire que quand même je pense que Hollywood regarde avec attention ce qui se passe avec Ezra Miller, comme pour Johnny Depp. En fait, c'est les faits de société, tu vois. Les faits de société, c'est un acteur ou une actrice tape quelqu'un, se drogue, fait une connerie, un truc qu'il faut pas faire. Et Hollywood, qui a quand même du coup pour mission de faire preuve de caution morale, regarde vraiment avec attention la façon dont sont gérées ces affaires dans la presse et dans les médias pour voir ce qui est possible ou entre guillemets cachère au niveau de l'opinion publique. Et par exemple, Johnny Depp, on sait que ça a une influence concrète sur la société. Là, pour Majors, justement, c'est pour ça que j'en parlais, pas pour faire une hiérarchie de voilà.
Parce que justement, beaucoup de studios qui travaillent avec lui disent on attend de voir ce que va faire Marvel. Ouais, c'est trop Et bizarre. ça, c'est quand même curieux. Genre, quand t'as des valeurs, tu dois quand même pouvoir te poser la question de qu'est-ce que moi je dois faire en accord avec ces valeurs plutôt que de savoir ce qui Bah, est, mais si tu le vires et qu'après il est déclaré innocent, tu viens de Oui, faire mais le cash, encore quoi. une fois, ça va peut-être choquer certains ce que je vais dire, mais la justice c'est pas forcément à chaque fois dans le vrai. Tu vois, il y a beaucoup merde, de jugements qui sont cassés en appel, même dans les deux sens. Hein. Je veux dire, il y a des jugements parfois où on dit, bah ouais, effectivement, cette boîte-là a abusé ses salariés, voilà, 1 million, et hop, en appel, bah non, finalement, je suis pas d'accord. Donc voilà, c'est pas non plus considéré que, encore une fois, Gérald Darmanin, par exemple, il a été déclaré non coupable. Ce n'est pas une vendetta personnelle, enfin encore que, mais je veux dire, voilà, il faut aussi se méfier des jugements aux tribunaux. Par exemple, l'affaire Amber Heard, tout le monde a retenu que Johnny Depp était innocent. Alors quand tu regardes le jugement, c'est un peu plus compliqué que ça. Tu vois, il y a des chefs d'inculpation, on a dit oui, effectivement, ça tient debout. D'autres, on a dit par contre ça c'est pas prouvable parce que c'est ça, c'est genre c'est pas qu'il est innocent, c'est qu'on peut pas le prouver. Il y a des faits qui sont prescrits parfois aussi, etc., etc. Donc tout ça pour dire, parce que ça c'est un long débat qu'on pourrait avoir pendant très longtemps, que c'est assez amusant de voir la presse retourner complètement sa veste après avoir fait les choux gras sur le Ezra Miller se barre en couille, regardez, cette personne est tarée. Et maintenant, c'est en mode genre, il faut pas en parler. Je sais même qu'il y a le directeur de post-prod qui a dit, quand on verra le film, on oubliera largement toute la vie privée d'Ezra Miller. Et c'était Karl qui avait retweeté ça en disant, ouais, non, ça marche pas comme ça, en fait, la vie, les gars. Mais tout ça pour dire, en plus, que, effectivement, ça confirme qu'a priori, il y aura pas de suite possible. Et en particulier, si l'identité du Reverse Flash qu'on suppute, que les gens ont l'air de supposer, se trouve être vraie. Parce que l'idée est bonne, si on la suit jusqu'au bout, mais il faudra recaster à un moment donné. Il faut même se poser la question est-ce qu'on n'a pas envie d'un Flash remis à zéro, parce que ce film-là, quelque part, c'est un film Flashpoint, c'est pas un film Flash. C'est un film Batman aussi, c'est un film Supergirl, c'est un film Man of Steel remake pour les 10 ans de Man of Steel. C'est trop bizarre. Tu vois, c'est plein de trucs à la fois, mais c'est pas un premier super-héros qui démarre comme était la série The Flash, tu vois. D'ailleurs, on a appris que le caméo de Gustin avait été envisagé, mais qu'il sera a priori pas à l'écran, à moins qu'ils mitonnent et qu'ils le feront en post-gène ou un truc comme ça. Mais voilà, donc pour revenir en tout cas à ce que je disais, moi le trailer, effectivement, j'ai l'impression d'un film qui me raconte quelque chose. Muschietti, c'est un bon soldat de studio. C'est pas un Peyton Reed, c'est un mec qui a quand même quelques idées visuelles. Les FX, encore une fois, ne sont pas terminés. Et si mais ne les montre pas dans ce cas, c'est pas terminé. Mais c'est le plan de promo, tu vois. C'est pour donner un bon signal. C'est ce que nous on va retenir aussi. Et il y a des gens pires que moi qui vont faire des vrais fixettes là-dessus et être beaucoup plus méchants que ce que moi je peux juste dire que c'est des effets spéciaux qui laissent circonspect. Ouais, c'est possible. Après là, avec le débat, il y en a qui disent vraiment juste c'est dégueulasse. Et je pense pas forcément leur donner tant en plus que je vais pas aller défendre en disant non mais arrêtez, c'est beau, c'est pas beau. Après on sent quand même une petite amélioration par rapport au premier. Quand même. Franchement, le plan avec les deux Flash et la Supergirl, dont le Flash qui reprend en fait un costume de Keaton pour le transformer. Quand même, hein. Non, mais à un moment, faut être, ça m'empêchera pas d'apprécier ce que je vois si j'apprécie ce que je vois, mais faut reconnaître qu'il y a des trucs qui sont moches. Moi, j'ai pas de problème à reconnaître qu'il y a des films qui sont objectivement certainement moches, mais que j'ai quand même kiffé, tu vois, c'est pas grave. Par rapport à ça, si Hollywood a l'air d'avoir retenu une leçon dans Ant-Man 2 à Quantumania, c'est les effets spéciaux. Et c'est pour ça, probablement, qu'Alonso a servi de fusible, etc. Je les vois très mal sur un film qui va être le plus gros de l'année pour eux, parce que à mon avis, ils ont conscience quand même que Aquaman sans la Chine, ils jouent leur plus grosse carte, ouais. Tu vois. Ils jouent leur plus grosse carte. Aquaman, on l'avait déjà dit, c'est 300 millions en Chine, un truc comme ça, donc ils pourront pas refaire pareil avec Aquaman 2, surtout que le film a été longuement décalé, que Momoa a perdu d'être chaud pour la promo parce que son script était refusé, et que maintenant ils s'en foutent, ils passent à autre chose. À mon avis, ils vont, j'espère, mettre du pognon là-dessus. Les références au Batman de Burton, ouais, on est dans le monde post-No Way Home, quoi. On est dans ce monde des legacy sequels, des requels, toutes ces conneries-là où il faut mettre toutes les répliques cultes. Et le choix, quand même, de You Wanna Get Nuts, Let's Get Nuts. Mais qui a tellement rien à voir quand tu vois la scène originale où, en fait, c'est... Et qui était déjà, en plus, très bizarre. Ouais. Je veux dire, cette scène, elle a aucun sens par rapport à Bruce Wayne, par rapport au film. Enfin, je veux dire, d'un coup, on dit, il est taré. Et non, il est pas taré. Enfin, n'importe quoi. Même s'il joue la comédie, c'est ridicule. Enfin, bref, cette scène, elle est quand même très chelou. Et là, il te la refait, mais en plus, super premier degré. En mode juste c'est un hommage, c'est tout. Et tu te dis mais ouais, mais c'est lui dans sa vraie vie à lui, il a pas conscience que c'est une réplique culte. Tu vois, pourquoi est-ce qu'il la répète, tu vois, c'est complètement con. Ouais, mais surtout qu'en plus c'est enfin elle est tellement dit, vraiment, c'est vraiment ce syndrome des acteurs qui sont là et qui ont pas envie d'être là, en fait. Je sais pas, ça les amuse pas de refaire ça. Alors moi, je veux bien qu'on soit tous ultra cyniques et qu'on dise oui, il faut payer l'échec et tout ça.
mais à un moment donne un sens à ta vie. Michael Keaton, il peut faire les films qu'il a envie de faire. Il a fait Birdman, c'était une façon pour lui de digérer c'est d'autant plus bizarre d'avoir fait Birdman. Et je me rappelle très bien en plus du podcast laudatif que l'ancienne équipe avait fait sur Comics Blog, hein, avec Sullivan et tout ça, qui encensait le truc en disant que c'était le chant. Et a raison, ouais. Moi, c'est un chef-d'œuvre. Ouais, mais que c'était le chant du grâce de Michael, quoi. Et voilà, et 10 ans après, en fait, il retombe dans le truc et à pieds joints et avec de la boue et on en rajoute encore. Tu tord le coup au cinéma des super-héros. En plus, en se moquant de films qui étaient bons, hein. Je veux dire, les films de Burton, c'est quand même des films d'auteur. Ouais. Et après, il revient pour dire, bon, du coup, ça m'a flingué. Et après, hop, il y retourne. c'est tellement Michael Keaton, ça, justement. C'est trop bizarre. Ouais, c'est trop bizarre. Le mec qui fait un comeback tous les 2 ans, de toute façon. Hein. Mais effectivement, voilà, moi, c'est comme, tiens, on a été voir Guardians 3 au cinéma avec Océane hier soir. Il y avait le trailer de The Flash dans le noir, d'ailleurs, donc tu sens quand même qu'ils ont payé, parce que tu sais, quand ils mettent le trailer dans le noir juste avant le film, ça veut dire qu'ils ont lâché un petit, au distributeur, aux exploitants. Il y avait encore une fois la réplique, yeah, I'm Batman. Oh non, et celle-là, horrible, quoi. Même moi, je suis fan, hein, franchement, de Michael Keaton, je suis fan de son Batman et tout. Celle-là, elle est éclatée, quoi. C'est vraiment pépé, hein. Tu croises un acteur en convention, et tu dis, mais tu serais pas, il fait, oui, c'est moi. Et c'est pas, iconisme, grandeur, Batman, Flashpoint, Thomas Wayne, ça aurait été beaucoup plus logique d'ailleurs. Donc tout ça pour dire voilà que moi ce trailer me va mieux malgré tous les trucs négatifs qu'on dit depuis tout à l'heure. Cahier, je trouve qu'elle est pas mal. Elle a une petite présence et puis les plans yeux laser, ça marche toujours bien. Je suis beaucoup plus circonspect sur la menace, quoi. Je veux dire, on l'a déjà eu ce film et on peut reprocher beaucoup de choses à Zack Snyder, mais Man of Steel, niveau de l'action, c'est virtuose. Tu peux pas égaler Snyder sur les Kryptoniens. C'est son bébé. Ouais, tu vois. Son truc, c'est clair. Et même si Muschietti pourra s'amuser avec l'hyper-vitesse, Batman avec son Batplane qui va tabasser des Kryptoniens niveau Man of Steel, donc qui ont aussi l'hyper-vitesse, l'hyper-puissance et les yeux laser et tout. Tu vois, ouais. Et s'il y a pas le twist Reverse Flash en plus, qui est le twist de Flashpoint, bon, on va voir. Ouais. Moi, j'ai envie. J'ai envie. En tant que fan de DC, ça me fait kiffer. Mais ça va être une vraie curiosité, ça, c'est assez sûr. Mais effectivement, on le verra. Et on va le voir dans pas si longtemps. Ça sort en juin. Donc, ça sort dans 6 semaines. Là. 13 juin, ça sort. Donc, à voir si Warner France fait aussi, joue le jeu de Warner Global pour faire des projections très en amont. Auquel on pourra peut-être ou pas assister en fonction de leur bon vouloir ou non. Très bien, en tout cas, quand on en a terminé pour ce podcast, on vous rappelle que si vous appréciez l'émission et le travail que ça représente, vous pouvez tout simplement le faire savoir en commentant l'émission sur notre site. N'hésitez pas à réagir aux nombreux débats de cette émission d'ailleurs. Ouais, tout à fait. Corentin, n'hésite pas à venir sur le site aussi pour répondre aux quelques commentaires auxquels on a droit, puisque pour l'instant je suis le seul à le faire depuis le début. Dis du bien des chats. Mais jamais. Voilà, jamais. c'est comme Kraglin avec le Good Dog, tu vois. Je dirais que quand tu arriveras à aplatir quelqu'un entre 2 blocs de béton. Ah, d'accord, je vais bien tout de suite. Qu'est-ce que je veux dire? Ouais, donc vous pouvez aussi nous partager tout simplement sur les réseaux sociaux. Et nous avons également une page Tipeee ouverte H24 sur laquelle vous pouvez apporter votre soutien financier afin qu'on puisse continuer à faire ce travail dans les meilleures conditions possibles. Et on remercie tout pleinement en K08, Marvin, Jiggles, Don Manuel et Brundir qui sont les derniers soutiens en date là depuis la dernière fois qu'on a fait le podcast. Merci à vous et merci aux 134 personnes qui nous soutiennent régulièrement. C'est grâce à vous qu'on peut continuer de faire ces émissions. N'hésitez pas à les rejoindre si le cœur vous en dit. Merci de nous avoir écoutés et à bientôt pour le prochain podcast. Salut! Salut!